Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Baucher Lombe et en relation avec l'ANJO, l'Association nationale des jeunes ophtalmologistes. Donc, je m'appelle Nicolas Kitic, je suis le président de l'ANJO. Je tiens à remercier l'ensemble des experts ici présents et Baucher Lombe pour nous accueillir. On va vous présenter une série de cas cliniques. Le but, c'est d'être interactif, donc n'hésitez pas à voter pour les bonnes réponses. Et ceux qui auront le plus de points gagnés au cours du webinaire auront la chance de gagner une lentille Volk. Donc le gagnant sera désigné à la fin de ce webinaire. Voilà, je vais laisser mes collègues se présenter. Merci Nicolas, merci les copains, merci les experts. Donc on a la chance ce soir effectivement grâce au laboratoire Baucher Lombe de pouvoir interagir sur un webinaire dédié à la surface oculaire, à la sécheresse oculaire, puisque le labo Baucher Lombe s'est investi pleinement là-dedans avec un certain nombre de solutions qu'on abordera en partie. Et donc sans plus tarder, on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet. Déjà on va présenter un peu les experts. On a d'un côté Romain Mouchel qui est ophtalmologiste à Lyon au centre Kléber, et de l'autre côté Alexandre Hage, ophtalmologiste à Boulogne et à Paris et à l'hôpital des 15-20. Et moi-même, Jimmy Chamas, je suis ophtalmologue en Alsace. Et écoutez, je vous propose de commencer avec le premier cas clinique. Alors, notre premier patient, il a 22 ans, il porte des lentilles, il fait évidemment n'importe quoi avec. Il a l'œil rouge un peu douloureux, ça fait 10 jours, et il avait un peu de Sternex disponible, donc il a décidé de s'en mettre un peu sur les yeux. Ses antécédents notables, à droite, il a mis de la tobramycine et de la ciprofloxacine pendant 7 jours. Il est normotone. Et à gauche, 5/10 avec la meilleure acuité visuelle et une hypoesthésie. Alors, là, vous avez une série de questions qui apparaissent, normalement, puisque c'est moi qui dois faire tourner les diapos. C'est ça, non, pardon, voici les images, pardon, désolé, c'est le début, c'est ma première télé. Donc, les images du patient, je vous ai raconté un peu le cas clinique, et maintenant, on va passer sur des questions. Alors, vous avez normalement devant vous 3 façons d'interagir avec nous. À gauche, vous avez un pop-up avec les questions, avec vos réponses, si possible. En dessous, vous avez des petits emojis si vous voulez nous envoyer des petits cœurs pour nous donner de la force pour vous parler pendant 1h30. Et tout à droite, vous pouvez poser des questions dans le chat. On essaiera de répondre au fur et à mesure aux questions. Et si on a trop, on fera peut-être un petit truc à la fin pour résumer les réponses. Voilà, donc les différentes questions. Chez notre patient qui fait n'importe quoi. Je réalise un prélèvement bactériologique, mycologique, virologique et parasitaire. C'est potentiellement, chez un patient qui a une kératite herpétique, une kératite amibienne. Je vais le traiter par collyre renforcé, un antiviral, un traitement anti-amibien. Ou alors, je suis rassuré devant le peu de douleur et j'élimine le diagnostic de kératite amibienne. Effectivement, il y a une faute d'orthographe. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous paraît évident ? Plutôt évident, oui. Plutôt évident. Il y a quand même pas mal d'indices. Il porte des lentilles, il fait n'importe quoi avec, il a mis des corticoïdes, les antibiotiques ne marchent pas, il a une petite hypoesthésie. Allez, je vous propose les réponses. Donc les 3 premières sont justes, évidemment. On pense beaucoup à une kératite amibienne. On le traite de manière un petit peu empirique et de manière un peu prophylactique aussi, avec les traitements collyre renforcés, antiviraux et traitements anti-amibiens. On fait un prélèvement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et on n'est pas franchement rassuré pour l'instant. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, quelque chose qui est important à préciser, je pense, c'est de penser à prélever. Donc, par exemple, si on est en cabinet de ville et qu'on reçoit ce type de patient, je pense qu'il faut assez rapidement avoir le réflexe de l'adresser à l'hôpital, dans les CHU ou dans les CH, et pas oublier que même s'il a déjà reçu des antibiotiques, effectivement les prélèvements vont permettre d'aller chercher déjà des bactéries pas forcément couvertes par l'antibiothérapie, et ensuite vers d'autres germes plus rares, mais qui peuvent être potentiellement graves, de type les amibes, les champignons, et puis bien sûr les infections virales, même si derrière les lentilles, ça va pas être la priorité à rechercher selon moi. Bien évidemment, on est devant des critères de gravité d'un abcès de cornée, donc effectivement les prélèvements sont primordiaux, ne pas se dire on va essayer de gérer ça dans notre coin au cabinet. Quand on est à l'hôpital, même si on est débordé aux urgences, il faut quand même faire les prélèvements, c'est hyper important. On met pas de traitement renforcé, on met pas de traitement anti-amibien un peu à l'aveugle.
Les traitements antiviraux, effectivement, je suis d'accord avec toi, pas forcément évident dans ce cas-là, mais c'est quand même, je pense, une obligation qu'on est devant des cas assez sévères. Donc je pense que moi j'aurais fait exactement la même chose, prélever, mettre un traitement maximal et voir ça. Je suis d'accord, sous nos contrées, il n'y avait pas franchement de réflexion plus poussée à avoir. Alors ça dépend, hein, si vous êtes chez un patient qui revient d'Asie du Sud-Est, effectivement, bon là il est porteur de lentilles, il a une amibe, voilà, on y pense quand même beaucoup. Mais la prévalence des différents germes, c'est pas la même partout, hein, on le sait tous, en Asie, beaucoup de germes fongiques. Parfois, il y avait une grosse étude là, qui avait montré qu'il y avait pas mal de virus finalement, mais bon, en Europe, avec ce genre de cas, c'est vrai que c'est un peu évident. Alors les amibes, c'est fréquent, pas tellement, hein, 3 cas par million par an. Alors il y a plusieurs génotypes, c'est un parasite qu'on retrouve partout, hein, les eaux de pluie, l'eau de mer, le robinet, on n'a pas mis la piscine, mais ça marche aussi. Et également la terre et les végétaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été dans l'eau pour se choper une amibe. Dans l'air aussi d'ailleurs. Et dans l'air également, effectivement. Et c'est favorisé évidemment par le port de lentilles, mais non nécessaire. C'est-à-dire qu'un patient qui s'est pris une atteinte cornéenne pour X raison peut également développer une amibe sans avoir été porteur de lentilles, il faut quand même y penser. Et donc l'amibe, ça se présente sous 2 formes, la forme active, les trophozoïtes, et la forme résistante, les kystes, qui nous posent bien des problèmes thérapeutiques. Alors, je vais passer rapidement sur cette classification parce que je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je ne l'utilise pas beaucoup. Il y a une amibe où il n'y a pas d'amibe. Les grades de sévérité, on va surtout, quand il y a une atteinte purement épithéliale, quand on a l'atteinte avec la kératonévrite radiaire, on ne va pas forcément stadifier ça comme ça. Ça paraît assez logique comme classification puisqu'au final, ça reste un peu en fonction de la gravité. Plus c'est profond, plus c'est grave, plus ça augmente de stade. Et puis après, le stade quand même assez important, c'est qu'on a l'anneau immunitaire, c'est quand c'est assez diffus, qu'il y a une réponse antigénique d'anticorps un peu sévère. Après, moi, je connaissais pas cette classification, en tout cas avant de voir cette diapo. Je pense que c'est une classification assez logique au final. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est assez dichotonique. Ouais. Quand tu arrives à faire le diagnostic tôt, tu as en général une atteinte assez superficielle. On parle de KPS traînante, pas trop douloureuse, ou au contraire les douleurs nocturnes sur un examen clinique qui va être assez pauvre, et puis la fameuse kératonévrite radiaire qui pour le coup elle est vraiment pathognomonique, même si on la retrouve pas souvent, mais par contre quand on la voit c'est vrai qu'il faut pas hésiter, il faut traiter un amibe à fond, et on peut sauver des yeux si on est au stade 1 et 2. Dès qu'on passe au stade 3, on va garder des séquelles et ça peut aller très très loin. Quand on est au stade de l'anneau immunitaire et de la sclérite, ça finit en général plutôt mal. Donc pour moi, il y a 2 versants. Il y a un versant pas trop grave, c'est plutôt épithélial, sous-épithélial on va dire, et un version grave dès que ça va passer dans le stroma. Urgence diagnostique d'un côté et urgence à calmer le jeu de l'autre. Et c'est souvent les corticoïdes en plus qui font basculer d'une phase à l'autre phase, je trouve. Ouais, et puis le retard diagnostique. Le retard. Parce que mais il faut y penser, il faut y penser déjà, et c'est vrai que ceux qui en font pas beaucoup n'y pensent pas. C'est finalement souvent les choses les plus rares qu'il faut éliminer en premier, quoi. Donc juste un petit rappel sur le diagnostic, ça par contre c'est peut-être important. Donc, le diagnostic il se fait par prélèvement. Il faut quand même être en mesure d'affirmer le germe parce que c'est des patients qu'on va mettre longtemps sous traitement, donc il faut quand même être un peu sûr de ce qu'on raconte, même s'il n'y a pas forcément toujours de doute, mais il faut avoir la preuve microbiologique, pardon. Il y a un apport du confocal, mais on en parlait un petit peu en off avant. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont à disposition un confocal. Moi, dans mon cabinet, non. Dans le petit hôpital où je travaille également, non plus. C'est plutôt un appareil de CHU. Nous, on l'a à l'hôpital des 15-20. En soi, en clinique, c'est un peu compliqué. Ça coûte quand même 55 000 € la machine. À l'hôpital, on l'a. J'avoue que le diagnostic est rarement fait dessus, mais dans des cas un peu compliqués, c'est vrai que ça peut énormément aider. On a beaucoup de signes assez spécifiques et que l'on voit assez bien. Par contre, c'est compliqué à faire. C'est les patients qui sont hyperalgiques. Ouais. L'oxybuprocaïne ne fonctionne pas forcément très très bien chez ces patients puisqu'il y a une douleur un peu plus que de simple surface. Faire un examen contact qui prend du temps et qui est difficile à faire quand on n'est pas très entraîné, c'est dur. Mais bon, il y a quand même des très belles images. On pourra peut-être en parler après, mais il y a des très très belles images de kératite amibienne, mais bon, on l'utilise très peu en général. On va en montrer après, effectivement. Alors, le cas continue. Et on a fait des prélèvements virologiques, bactériologiques qui se sont perdus. Comme souvent à l'hôpital, on a perdu un prélèvement aussi. Et les douleurs s'aggravent. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, voilà quelques propositions qu'on vous soumet. Le confocal est un examen sensible au diagnostic de kératite amibienne. En microscopie confocale, seule la présence d'un trophozoïde confirme l'infection.
L'aggravation des symptômes après le début des traitements conforte le diagnostic de kératite amibienne et devant l'inflammation, je prescris immédiatement des corticoïdes topiques. On vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Alors c'est vrai qu'il y a quelques réflexes qu'on peut voir des fois, et c'est vrai que moi ça me fait toujours penser que les corticoïdes dans topiques ça devrait être interdit en médecine générale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des traitements qui sont mis parfois un peu vite, avec quelques petites catastrophes parfois. Ou parfois donné même par la pharmacie. Ou parfois donné par la pharmacie, c'est assez assez incroyable. C'est des petits scandales. Le Dobradex confié aux patients. Exactement. Ouais. Allez, je vous propose les réponses. Donc Il y a le encore des confocal, personnes qui c'est répondent pour effectivement... l'instant, je pense. Ah pardon, zut, c'est vrai. Là, ça défile encore. Ouais. Ça diffuse encore. Il y a des J'ai gens pas qui vu qu'il y avait répondent. ce truc-là. Oui, Bon bah vous avez tout vu, pourcentage. je suis désolé. Je vais en rapprocher certains de la Volk et je vais en éloigner d'autres. Donc le confocal, c'est effectivement un examen qui est sensible, mais bon, encore faut-il l'avoir à disposition et savoir l'utiliser, parce qu'on va en parler un petit peu après, mais c'est quand même un examen qui est très opérateur dépendant. Et l'aggravation des symptômes après le début des traitements, c'est vrai que c'est un signe, ça déstabilise un peu, mais effectivement c'est important. Et c'est pas parce que y a pas de trophozoïde sur le confocal que ça élimine le diagnostic, évidemment, et on le disait, les corticoïdes, oui, mais clairement pas dans cette situation-là. Il faut savoir l'utiliser, hein, les corticoïdes c'est un traitement à double tranchant des fois, mais faut faire attention. Alors, Sauter une diapo. j'ai sauté une diapo, effectivement. Voilà, c'est ça. Sensible, hein. Effectivement, le truc là aussi est sensible. Il n'y a pas que le confocal. Alors, donc le confocal, c'est un examen qui, enfin, c'est magnifique. Hein, si vous voyez les coupes qu'on arrive à obtenir, les 15-20 font parfois des belles publis là-dessus. Et donc c'est un examen opérateur dépendant. Il faut savoir l'utiliser. Ce truc, c'est vraiment pas si simple que ça. On peut voir des images de trophozoïtes, on peut voir des kystes. Et attention effectivement aux faux positifs. Hein, il y a plein de choses qui ressemblent à des images d'amibes, kératocytes nucléés, des nerfs cornéens qui ont été sectionnés. Enfin voilà, faut être capable de faire l'examen, il faut être capable d'interpréter aussi l'examen. Alors, les rappels sur le traitement. Ça vous semble des choses classiques hein, au niveau du traitement par PHMB, par PHMB Chlorex et par diamidine. Ouais. Donc le traitement initialement il est horaire, hein, des gouttes tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est des patients qu'on aime bien hospitaliser souvent parce que c'est une instillation qui est quand même pas forcément simple à mettre en œuvre. Au bout de 48 heures, on continue à mettre des gouttes toutes les heures, mais on laisse dormir un peu nos patients. Et on diminue ensuite selon l'efficacité et la toxicité, parce que c'est pas complètement anodin comme traitement. Et l'objectif, on le disait en préambule, c'est pas des traitements qu'on va mettre pendant un petit moment, ça peut durer plusieurs mois. Et à côté de ça, l'antalgie. Alors je sais pas ce que vous faites vous pour l'antalgie. Alors moi j'évite de mettre des antalgiques de palier 2 ou 3, un minimum de morphinique possible, l'atropine effectivement à chaque fois, de façon systématique. Ce que j'ai tendance à faire de plus en plus, je le fais depuis 2 ans, ils en avaient parlé à l'ESCRS, c'est j'ai tendance à mettre des antiépileptiques, de la prégabaline ou de la gabapentine. Comme dans les douleurs neuropathiques. Ça fonctionne très très bien comme dans toutes les douleurs neuropathiques, puisqu'au final c'est surtout l'hyperinflammation au niveau des nerfs qui a tendance à faire mal aux patients. Il y a juste un risque de dépression. J'ai des patients qui sont en général bien déprimés de passer quelques temps à l'hôpital donc on en rajoute qui ont 4-5 mois de traitement en général. Mais ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas ce que tu fais toi. Ça fonctionne bien et puis en plus ils sont en milieu hospitalier donc on peut gérer les effets secondaires et surveiller que la tolérance est bonne. Mais après il y en a qui vont avoir des tableaux sévères et qui paradoxalement seront pas trop douloureux. Donc, mais en tout cas prévenir les patients qu'effectivement ils sont partis pour plusieurs mois de traitement, ça c'est important parce qu'en fait on sait jamais trop... en fait, il n'y a pas de recommandation de dire il faut faire 3 ou 4 mois de traitement. Ça va être un peu au feeling de chaque service, de chaque praticien, mais ça va être surtout au feeling d'un œil qui se calme et on aura toujours ce risque de réactivation. On peut toujours avoir des microkystes, par exemple quand ça va jusqu'à la greffe de cornée à chaud, quand vraiment ça part en cacahuète entre guillemets, on peut voir parfois des récidives sur le greffon parce que sur la collerette il reste encore des kystes et donc faut vraiment préparer les patients au fait que même à l'arrêt des traitements parfois ça repart dans le mauvais sens et on réintroduit les traitements et on peut mettre vraiment du temps à s'en débarrasser quoi. Je pense que ce qui pourrait être pas mal à rappeler aux internes, c'est que les amibes, globalement, il y a 2 formes. Il y a les trophozoïdes qui est la forme d'attaque et les kystes qui sont un peu la forme de défense. Quand nous, on va vouloir traiter la forme d'attaque, elle va se replier, elle va se cacher, mais on va réussir à tuer quelques trophozoïdes et derrière, les autres vont se replier, vont se mettre en kystes qui vont être plus ou moins dormants, vont avoir une membrane, vont être plus résistants. C'est pour ça qu'il faut avoir une bithérapie. Et c'est ces kystes qui vont se réveiller justement et réattaquer le greffon et entraîner ces cas un peu chroniques qui vont nous embêter, nous, surtout chez des patients très jeunes qui vont derrière avoir quand même de très très longs mois de traitement.
C'est pour ça que c'est des patients à qui on vous déconseille de proposer un jour une chirurgie si jamais ça vous traversait l'esprit. Mais bon, personne n'est peut-être assez fou dans l'audience. Et je ne sais pas comment vous faites à Paris, mais je sais que pour augmenter l'efficacité des collyres à la phase aiguë, on avait tendance à désépithélialiser, même si ça peut paraître un peu barbare. Mais pour être sûr d'avoir une pénétration stromale maximale, on le fait aussi dans d'autres indications, notamment les champignons, mais en tout cas sur ces infections cornéennes sévères à des germes difficiles à traiter, se débarrasser de l'épithélium pour avoir une meilleure pénétrance des collyres au départ, c'est hyper important. D'où l'intérêt d'avoir une antalgie bien ciblée, parce que c'est pas facile à faire et c'est pas facile à faire accepter, mais en vrai ça peut être drastiquement efficace. Et maintenant, du coup, un peu la place des corticoïdes locaux. Alors, c'est des traitements qu'on a toujours un petit peu peur d'introduire sur ce genre de germes, mais il faut bien un moment ou l'autre pour espérer améliorer un peu la transparence de la cornée quelque part. Et donc, si et seulement si le traitement est efficace, au moins pendant 15 jours, en sachant qu'il favorise la récurrence, la réplication et qu'il n'est pas nécessaire en l'absence d'inflammation. Donc voilà, il y a quand même quelques critères. C'est si la situation est un peu dure à maîtriser sur d'autres paramètres. Donc voilà, faut faire attention. Alors, notre pauvre patient, il n'en a pas fini. On est 3 mois plus tard. On l'a mis sous le traitement qu'il fallait. On lui a mis un traitement par voie Péros. On n'en avait pas parlé sur la dia d'avant. Mais on l'a mis aussi sous corticoïdes. Parlons-en un peu. Alors, l'usage des corticoïdes à la phase initiale est de moins bon pronostic, première proposition. Une greffe à chaud est de meilleur pronostic visuel. Une récidive peut avoir lieu sur le greffon. Une greffe lamellaire antérieure est à privilégier. Là encore, il y a des phrases qui sont... Alors, c'est jamais toujours, mais presque pour une fois, là, il y a des choses quand même. On veut que vous la gagniez, la Volk. On vous laisse voter. Il y a quelques questions en plus auxquelles on a déjà répondu pour vous aider, vrai, c'est plutôt sympathique. Il y a au moins une réponse, c'est un point donné, c'est un cadeau. Tac. D'ailleurs, les gens nous ont bien écoutés puisque les gens répondent plutôt bien. Ouais, Ça fait plaisir. Les gens continuent à répondre. Il y a quand même des messages qui passent. On a des petits likes aussi, des petits cœurs qui apparaissent de temps en temps. Envoyez-nous des cœurs, on aime les cœurs. Parce que les gens ont fini de répondre. Allez. Alors, évidemment, une greffe à chaud, c'est jamais incroyable, et tout le reste était juste. Effectivement, une récidive peut avoir lieu sur les greffons, c'est pour ça que c'est des patients qu'on touche avec prudence. Je voulais aussi qu'on parle justement des greffes pour les greffes antérieures, parce que je sais que toi, tu es probablement un des plus gros greffeurs, en tout cas dans le privé en France. Qu'est-ce que tu penses justement, toi, des greffes antérieures sur des dalques, notamment sur les kératites amibiennes? Tu trouves pas ça un peu compliqué, parce que moi, la seule que j'ai... Faut avoir une belle main chirurgicale, parce que clairement... le problème, ça dépend à quelle phase tu es. Est-ce que t'es complètement certain qu'il n'y a pas une atteinte endothéliale de ta kératite amibienne? Si par exemple ta cornée elle est très œdémaciée à la phase aiguë, tu peux jamais éliminer qu'il n'y ait pas une endothélite amibienne associée. Après, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux éliminer, du coup, quand tu draines un abcès, est-ce qu'il vaut mieux éliminer tous les amibes présents dans le stroma et maintenir un endothélium qui soit atteint mais qu'on puisse traiter plus facilement, tu vois, derrière, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une greffe transfixiante alors qu'on sait très bien que le pronostic à long terme il va être moins bon théoriquement que la greffe antérieure profonde. Après, je pense que les deux greffes rejettent et que, enfin moi en tout cas on m'a toujours enseigné que si tu sais très bien faire une kératoplastie transfixiante, je pense qu'il vaut mieux faire ça plutôt que de se lancer dans une chirurgie un peu de l'extrême qui va pas être facile à réaliser, et si au final tu es obligé de convertir, tu vas avoir commandé un greffon qui est moins bon. Moi j'ai eu que 2 greffes de cornée à chaud à faire dans ce contexte-là, et effectivement ça a toujours été des transfixiantes que j'ai réalisées, dont une que je suis toujours actuellement en cabinet libéral et qui va bien, qui n'avait pas présenté de récidive, qui n'a pas présenté de rejet, mais je la suis tous les 6 mois depuis que j'ai quitté l'hôpital, donc ça fait plus de 5 ou 6 ans, donc voilà, mais c'est discutable. Je pense que ça dépend des équipes, ça dépend des habitudes, ça dépend de ta main chirurgicale, mais c'est sûr que faire une dalque à chaud, ou en tout cas
dans un contexte aigu, moi ça me paraît pas justifié. Ouais. Par contre, à froid, une fois que la cornée est bien refroidie, plus inflammatoire, si elle a une transparence diminuée du fait de la thé, mais qu'il n'y a pas d'œdème, tu vois, il n'y a pas de signe sur l'endothélium, je pense que la dalle paraît plus justifiée que la transfixion, quoi. Oui, bah, c'est toujours J'aurais valable, classé hein, comme chaque ça, fois, en fait. Chaque fois qu'on peut ne pas faire une clé, Ouais. de toute façon, Ouais, c'est essayer de toujours faire un après. MLR. Ouais. Donc les éléments pronostiques, c'est le délai du traitement, on l'a dit, plus ces patients sont pris tôt, meilleures sont leurs chances à long terme. Les corticoïdes topiques, moi perso, j'évite en fait sur les abcès, à part les trucs qui ont l'air vraiment, les abcès, les infiltrats stériles, et à part ces cas-là, globalement, j'en fais pas trop l'usage en contexte infectieux. Les greffes à chaud, on en a parlé, récidive sur greffon jusqu'à 10%, d'après les études. Et meilleure survie acuité visuelle avec DALC. Encore faut-il que ce soit que la DALC prévue reste une DALC effective. On connaît tous les DALCT. C'est ça, la DALC, effectivement, c'est un concept. Donc la prévention reste le maître mot. Les patients qui portent des lentilles sont des patients qui doivent être avertis des risques, à qui on doit rappeler toutes les consignes qui semblent évidentes, mais qui ne le sont de toute évidence pas pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on n'aime pas trop quand les opticiens font des renouvellements de lentilles sans contrôle, sans aucune mesure de rappel sur l'état de la cornée notamment. Une kératite herpétique chez un porteur de lentilles doit faire penser à une kératite amibienne. Bon, faut pas non plus devenir fou. Il y a quand même un peu plus d'herpès que d'amibes, Dieu merci. Et pas de corticoïdes topiques avant 15 jours de traitement efficace. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va passer au cas clinique numéro 2. Et on peut... Alors merci Romain de me rappeler que nous n'avons pas remercié l'équipe de Tours et l'équipe de Rennes via Samy Yagoub et Geoffroy Mortemousse pour ce beau cas clinique. Maintenant que l'erreur est réparée, je vais remercier Pierrick Froment. Et j'en profite pour rappeler que Geoffroy est notre vice-président pédagogie et Pierrick responsable des partenariats pour l'Anjou. Donc, que nous a proposé Pierrick ? Nous sommes avec un monsieur de 42 ans qui se présente fin août 2025 pour une gêne oculaire à l'œil gauche depuis quelques jours. Il a pour antécédent un cassé bilatéral, il est équipé avec des spots, il fait pas n'importe quoi. Il a en 2023 eu un abcès cornéen sévère du côté gauche, sans étiologie retrouvée, et il a une rosacée. Son traitement, de la cyclo à 2%, instauré après un appel néovasculaire en post-abcès, qu'il a arrêté depuis le mois de juin 2025. Alors, la situation dans son dossier, ça ressemble à quoi ? À droite, belle acuité, tout va bien, mais il y a une blépharite quand même. Et à gauche, c'est pas pareil. Il partait d'une situation plutôt bien maîtrisée, il est maintenant à 3/10. Il a aussi une blépharite, vous savez que c'est bilatéral, il a une grosse hyperémie conjonctivale, un infiltrat bombant en supérieur d'1,5 mm de diamètre avec appel néovasculaire, la chambre antérieure va bien, pas d'hypopion, cristallin, RAS. Au fond d'œil, rien à signaler. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit en supérieur la petite prise de fluo, bon, ça n'a pas l'air méchant, mais c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez maintenant. Alors, il s'agit d'un abcès grave, je réalise donc des prélèvements et mets le patient sous collyre fortifiée. Il s'agit d'un abcès non grave, donc je ne réalise pas de prélèvement et j'instaure une biantibiothérapie. Même configuration, mais je réalise des prélèvements. La bactérie la plus fréquemment retrouvée dans les abcès de cornée est un streptocoque. Un petit abcès blanchâtre à bornette doit faire évoquer une infection ABGN. C'est à vous de réfléchir. Ça va être l'occasion de discuter de c'est quoi un abcès grave. Alors, vous allez voir. On n'était pas tous d'accord. On n'est pas tous d'accord, c'est vrai, mais bon, voilà, on a fait des choix. Et les personnes qui répondent ne sont pas non plus d'accord du tout, puisqu'on est à 50-50 sur les On vous réponses. remercie parce que nous non plus, on n'est pas complètement d'accord avec les réponses de nos collègues, mais on va en parler. On se l'a dit quand même, il y a des choses un peu consensuelles. Il y a des choses consensuelles. Si. Il y a quand même des messages qui passent bien dans les hôpitaux. Allez, on vous laisse encore quelques secondes. Donc c'est une situation qui arrive quand même souvent aux urgences, l'abcès sous lentille, mais... Je pense que c'est tellement sensible que tu as affiché la réponse, il me semble. C'est vrai. Normalement, tout le monde a voté. Allez, c'est parti.
Donc la réponse estimée juste et qui sera retenue pour la Volk, hein, c'est tout. C'est un choix, c'est comme en P1. C'est le plus important. Il s'agit donc d'un abcès grave. Je réalise des prélèvements et mets le patient sous collyre fortifié. Et c'est là en fait qu'on n'est pas complètement d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la définition d'un abcès grave, hein, c'est une étude qui date des années 2000. Hein, c'est le professeur Boursier qui a défini via une étude assez large, hein, c'était une belle étude, que les abcès graves, un mauvais pronostic en tout cas, c'était les abcès qui étaient définis par un tyndale supérieur à une croix, un diamètre d'au moins 2 mm, enfin supérieur à 2 mm, et un abcès situé à moins de 3 mm de l'axe optique. Et c'est ce qui ici fait retenir le caractère grave de cet abcès. Et déjà, est-ce que vous voulez rebondir sur ce point ? Personnellement, pour moi, ça ressemblait pas forcément à un abcès grave. Alors effectivement, l'abcès situé à moins de 3 mm de l'axe optique peut retenir ça comme critère de gravité. Moi, je le considère pas forcément comme un des critères de gravité principaux. Quand même assez limité, il n'y a pas d'inflammation de chambre antérieure, il est assez, les bords sont assez relativement nets. Pour moi, c'est pas un patient que j'aurais probablement fait le prélèvement si jamais j'étais à l'hôpital, mais j'aurais pas mis des antibiotiques renforcés, et en clinique, j'aurais peut-être contrôlé à 48 heures sans prélèvement. Parce que tu aurais fait toi, Romain. En fait, en général, c'est la règle des 1, 2, 3, la fameuse, pour bien retenir. Mais en fait, dans la règle des 1, 2, 3, moi j'ai toujours trouvé que quand t'en avais un, t'avais en général les trois. C'est-à-dire que quand t'es vraiment devant un abcès grave, en général, le diamètre il commence à bien s'élargir, la chambre antérieure va commencer à présenter un petit peu d'inflammation, et puis l'abcès va être mal situé, quoi. Mais non, je suis plutôt d'accord. Je pense que si vraiment, en plus, bon, on n'est pas non plus en plein centre de la cornée, on est en légère périphérie sur un abcès qui est millimétrique. Donc on se dit que là, même s'il guérit et qu'il cicatrise, ça n'aura aucune conséquence visuelle. Donc effectivement, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que si la lésion peut avoir une conséquence ou une conséquence visuelle en cicatrisant, oui, je pense que c'est un critère de gravité. Mais là, en l'occurrence, le fait que la probabilité que ça impacte la vision si ça guérit correctement est extrêmement faible, je l'éliminerai des abcès graves. Mais bon, on peut discuter effectivement sur ce point. C'est vrai que dans les bouquins, et je pense aux urgences, il faut appliquer les règles des bouquins. Aux urgences, c'est le bouquin. Et pour la Volk, c'est les bouquins. Et on n'en voudra pour jamais monsieur le juge, quelqu'un c'est d'avoir traité par excès, d'avoir négligé quelque chose. Je suis complètement d'accord. Bon, les bactéries les plus fréquentes, c'est pas les BGN, hein, heureusement. Le BGN auquel on pense souvent sur les abcès de cornée, c'est le Pseudomonas. Et vous savez que les abcès à Pseudomonas, c'est pas d'excellents pronostics. Et les bactéries les plus fréquentes, c'est les Coccigram+, parmi lesquelles le staph et le strepto, l'entérocoque aussi, on l'a pas mis là, mais on parlait d'hygiène tout à l'heure, bon, on n'en dira pas plus. Et donc l'aspect de l'abcès, quand c'est un abcès à Coccigram+, c'est souvent des petits machins gris blanc, un bord bien circonscrit, alors que quand c'est des BGN, l'œdème il est un peu plus flou, un petit œdème périlésionnel, et il peut y avoir un hypopion, c'est pas des choses rares avec un Pseudomonas. Tandis que les abcès fongiques, c'est des abcès assez traîtres, peu douloureux, résistants aux antibiotiques, à bord duveteux, avec pigmentation, les fameuses lésions satellites. Donc il faut y penser, ça existe quand même, les lésions fusarium notamment, faut les avoir en tête. Je pense que ce qui est pas mal aussi de dire, c'est que l'aspect de l'abcès est absolument pas pathognomonique. Je pense que celui qui peut dire je sais quelle bactérie ou quelle amibe, etc. c'est, en regardant un abcès, bravo à lui. Je pense qu'il ment. En plus, ils avaient fait des études hyper sympas en prenant des panels de spécialistes, en leur montrant des images cliniques de l'empafante. On leur dit, vous pensez que c'est quoi, amibes, bactéries, etc. Et 40% de bonnes réponses, avec des PUPH, des spécialistes en Floride, Miami, etc. C'est une étude américaine, elle est assez rigolote. Et pour l'Anjou, j'avais fait tout un topo sur les abcès de cornée, et justement, on avait essayé de deviner avant qu'on donne la réponse. Et en fait, j'avais mis exprès que des cas où c'était évident que c'était un champignon alors que ça l'était pas, et vice-versa. Donc, faut rester humble en infectiologie cornéenne. On a beau avoir le feeling, tout le monde peut se tromper, quoi. Ça nous permet de vous rappeler de venir à nos congrès de l'Anjou qui sont toujours avec des très beaux programmes. Donc, des prélèvements sont réalisés, le patient est mis sous fortifié, sous atropine parce qu'il a quand même mal, il est hospitalisé parce qu'on l'a considéré comme un abcès grave, mais il se dégrade sous traitement, les prélèvements sont en cours, voilà la situation. Donc à gauche, ça s'est dégradé, il a plus que 2/10 maintenant, l'infiltrat a grandi, toujours pas de PRD, un petit tyndale qui apparaît. Que se passe-t-il ? Alors, voilà à quoi ça ressemble. Évidemment, la suite nous donne tort. C'est évidemment un abcès très grave, messieurs.
Quelles sont maintenant vos propositions? Je laisse le patient sous fortifié, je le switch par un traitement antifongique devant l'évolution défavorable, j'instaure un traitement anti-amybien devant l'évolution défavorable. En cas d'abcès à coccygramme plus, les corticoïdes peuvent être introduits après 2 à 3 jours de traitement antibiotique bien conduit. Et, on l'aime bien celle-là, je réalise une greffe de cornée à chaud. On laisse ces questions à votre sagacité. Bien faire les greffes de cornée à chaud, c'est sympa. Eux aussi, regarde. Ouais, ils aiment bien. Ils ont très envie d'en faire. On va peut-être en profiter pour rappeler que donc là, on vient de le considérer avec Alexandre et avec toi comme non grave, mais par contre, tout abcès de cornée traité en ambulatoire doit être contrôlé à au moins plus 48 heures maximum. Donc pareil, on vous en pourra pas vous en vouloir de vous être trompé, mais par contre, il faut suivre les patients, il faut les surveiller. C'est sûr que si vous le considérez comme non grave, que vous le traitez et que vous le laissez pendant 1 semaine ou 2 semaines avant de le recontrôler, là, c'est une erreur. Voilà. Mais les recontrôler à 48 heures et constater qu'il y a une aggravation, ou en tout cas laisser des consignes d'autosurveillance aux patients quand ils sont à la maison. Voilà. Par exemple, un BGN, parfois, si on les voit au stade très très précoce, ça va, et vous le voyez le matin, il va bien, et l'après-midi, il revient et il a un œil complètement différent. Donc voilà, autosurveillance et contrôle en systématique, et comme ça on s'en sort bien à chaque fois. Et voici donc les réponses correctes. On laisse le patient sous fortifié et les corticoïdes peuvent cette fois-ci être introduits en cas de bonne réponse au traitement. Ça permettra après de discuter un peu, parce que je crois qu'on n'était pas trop d'accord aussi avec la prise en charge initiale. C'est un patient qui a été mis sous fortifié. Et c'est tout. Et peut-être qu'on aurait pu un tout petit peu optimiser ça. On en parlera sûrement un petit peu après. Alors, les examens cliniques et les photos. AJ2, absence d'évolution, mise sous antifongique, le switch antibiotique. AJ4, l'antibiogramme revient avec un Staph aureus multisensible. Mais le patient s'aggrave. Voilà à quoi ça ressemble, avec un petit OCT qui va bien. Face à l'aggravation, une GMA, grattage cornéen, nouveau prélèvement, traitement par tobramycine et Dexa, et AJ2 post-GMA, l'infiltrat a disparu, contrôle AJ7, voilà à quoi ça ressemble. Qu'en pensez-vous? Il s'agissait probablement d'une cause inflammatoire, il peut s'agir d'une kératoconjonctivite flicténulaire. Une hypersensibilité retardée à des antigènes de Staph aureus est la première cause de kératoconjonctivite flicténulaire dans les pays en voie de développement. Je prescris de la cyclo à 2% et il peut s'agir d'une PUC. C'est bien, on parle d'étiologie pas forcément très fréquente. La kératoconjonctivite flicténulaire, ça court pas non plus les rues. On discutait tout à l'heure, j'en ai vu une seule. Et c'était un enfant. Un équerre. Il y a hyper fréquent. Très longtemps. T'en as vu beaucoup dans des tableaux assez particuliers. Je ne veux pas souvenir. Moi, j'ai vu des aspects longtemps avant, genre des gens, tu vois, 25-30 ans, avec un bel appel néovasculaire qui viennent pour leur renouvellement de lunettes, tout va bien, et tu te dis, tiens, vous avez déjà eu un problème? Non, jamais. Bon, c'est un peu louche comme ça. Ouais, des cicatrices, mais je veux dire, à la phase aiguë, comme le cas clinique là. Ouais, à phase aiguë, j'en ai pas vu pour souvenir d'avoir eu à traiter ce type de cas. Moi, un seul un écart quand j'étais interne, et c'était pas aussi gros que ça d'ailleurs. Alors on rappellera que le terme PUC est un terme anglo-saxon un peu controversé chez nous, les Français. Les Gaulois. Et qu'on aurait pu parler par exemple de kératite inflammatoire, auto-immune, ou voire de pseudomorène, voilà, ulcère de Morène ou pseudomorène. Le mot PUC, en fait, on ne sait pas où le placer en France, parce que nous, on est abcès, on a le Morène qui n'a pas de cause sous-jacente et qui n'a une atteinte qui est purement cornéenne, liée à des anticorps qui touchent directement le stroma. Et on a les pseudomorènes qui vont être toutes les pathologies par voie générale, qui par l'intermédiaire du limbe vont donner une inflammation au niveau cornéen. Et donc le terme PUC mélange un petit peu les deux, donc c'est toujours un petit peu difficile. Mais il était dans le camp ski, donc on l'a gardé. Ça regroupe les deux, et puis après ils mettent PUC idiopathique et PUC ça doit être un truc avec parisien, ça. Nous à Lyon on n'utilise pas ce terme. Vous êtes trop chaud. Alors il s'agissait probablement d'une cause inflammatoire, il peut s'agir d'une kératoconjonctivite flicténulaire, et effectivement je prescris de la cyclo à 2% pour faire de l'épargne cortisonique. Et donc, la kératoconjonctivite flicténulaire,
Donc il faut y penser, hein, ça existe quand même si on n'en voit pas souvent, ça existe quand même, ça touche assez souvent quand même des enfants dans ces tranches d'âge là, de 6 à 16 ans, et c'est des patients aussi qui ont souvent une rosacée. C'est pour ça qu'on disait au début qu'on n'était pas archi d'accord avec la prise en charge de ce patient, qui aurait peut-être moins évolué comme ça si on l'avait d'emblée mis sous, par exemple, de l'azithromycine ou carrément les traité comme une rosacée. En fait, c'est ça, traité comme une rosacée, parce que clairement, il en avait une. Et donc, hypersensibilité, c'est quoi une kératoconjonctivite flicténulaire? C'est une hypersensibilité retardée aux antigènes microbiens, notamment le Staph aureus. Ça se présente sous la forme d'une lésion gélatineuse unique ou multiple avec un appel néovasculaire au niveau de la conge. Les traitements, c'est le traitement en fait de la blépharite, de la rosacée, donc les soins de paupières, les corticoïdes locaux, des antibiotiques, plus ou moins de la cyclo pour l'épargne cortisonique. Et on rajoutera peut-être les IPL aussi, hein, Romain, je pense que... Peut-être moins à la phase aiguë, mais pour une prise en charge plus chronique, effectivement. Après, non, c'est le take-home message. Je vais dire quelque chose qui est dans le take-home message. Ce qu'on voit par contre assez fréquemment, c'est les conjonctivites flicténulaires chez les patients qui ont de la rosacée. On voit des petits flictènes périphériques, on peut voir aussi sur le bord palpébral de la conjonctive ou sur le bord bulbaire. Souvent les patients reviennent, ça a regonflé, mon ophtalmologue me l'a percé, je comprends pas. Et souvent il y a juste une grosse blépharite avec rosacée sous-jacente qu'il faut traiter par les différents moyens justement de traitement de surface de blépharite, les antibiotiques Péros aussi, l'IPL pourquoi pas. Ça marche bien. Je pense qu'on est un peu... Moi je suis assez convaincu. Ça marche bien cette machine. On en parlera peut-être un petit peu. Alors, les take-home message, tout infiltrat doit être traité comme un abcès jusqu'à preuve du contraire. Hein, donc voilà, on fait les cadors, là on dit on savait ce qui se passe, on aurait dû mettre des corticoïdes, mais c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident. Ne pas méconnaître les causes non infectieuses, notamment en cas d'antécédent d'infiltrat d'étiologie indéterminée. C'était le cas ici, c'était un patient qui avait déjà eu un truc un peu bizarre, on ne savait pas trop ce que c'était. Bon, ça met un peu la puce à l'oreille quand même, un patient qui fait souvent des yeux rouges comme ça, et qui vient avec des espèces de thé, là, bon, voilà. Et remettre en cause le diagnostic lors d'une évolution défavorable sous traitement bien conduit. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de l'observance de votre patient, vous n'êtes pas forcément tout de suite en cause. Peut-être qu'il a juste rien fait à ce qu'on vous lui raconter. Hein. Il y a quand même, dans toutes les études, un patient sur deux qui ne fait pas ce que vous lui demandez. Et donc, merci pour ce cas clinique. On va passer au cas numéro 3. Juste avant ça, on va répondre aux deux questions. Alors, comment on participe au QCM? J'espère que Hamza, tu as trouvé entre-temps la réponse à ta question. Sinon, c'est donc le petit encart à gauche. On rajoutera 2-3 points pour le concours. Hein. Et Rachel nous demande comment peut-on savoir si un abcès est amibien cliniquement? C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On ne sait pas. On prélève et on le sait grâse au prélèvement parce que aucun aspect est purement, enfin, à part la kératonomie vitralière. Les aspects pathognomoniques ne courent pas les rues pour les autres germes. Ouais. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions pendant tout le monde des cas cliniques, même si c'est indirectement en rapport avec les cas. Alors, le cas numéro 3 nous est proposé par l'équipe d'Amiens avec Cyril, qui est notre trésorier, le trésorier de l'Anjou. Vous aurez compris que l'Anjou s'est vachement investi sur ce cas, sur ces différents cas. Donc vous recevez aux urgences ophtalmologiques Julian, 6 ans, pour apparition d'une tache blanche sur son œil gauche depuis 48 heures. Il est traité pour une conjonctivite avec un œil rouge, des sécrétions claires, ça fait 10 jours, il a lavé, il a mis l'azithromycine même si ça pique. Et c'est là que ça se corse un peu. Julian, il est scolarisé en IME dans les suites d'un accident domestique il y a 18 mois, avec un trauma crânien sévère. Donc ça doit commencer à mettre un petit peu la puce à l'oreille. Il a des petites douleurs, plus ou moins. Il est un peu photophobe, pas de sécrétion sale, et voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous arrivez à l'examiner malgré tout. Il a un œil blanc à droite. Et il a à gauche une hyperémie conjonctivale, un cercle périkératique, un ulcère de l'hémicornée inférieure, et ça ressemble à ça. Quelles sont vos propositions? Il existe des critères de gravité. Vous réalisez des prélèvements microbiaux, vous instaurez un traitement antibiotique fortifié, vous proposez une couverture antivirale, et il peut s'agir d'une kératite neurotrophique.
Bon, c'est une situation quand même pas évidente, tout ça, hein, patients qu'on n'arrive pas toujours à traiter bien examinés, qui sont parfois en rupture thérapeutique. Heureusement pas fréquente aussi. Heureusement pas fréquent, parce que franchement, c'est pas de bol. Et on va voir ensemble, juste après vos réponses. On n'était encore une fois pas d'accord sur les réponses. Non, on n'était pas d'accord avec les forcément. réponses, ça veut pas dire que le cas était pas bon, Non, qu'il a été c'est pris en que le charge cas comme est, ça, et voilà. est complexe. C'est ça, il est complexe et sujet à discussion, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et on voit dans vos réponses que vous êtes quand même partagés un petit peu. Hein. Allez, voici les réponses, en tout cas celles qu'on a décidé de valider. Il existe des critères de gravité, donc là, bon, c'est quand même un petit peu plus Consensuel. Là, c'est consensuel, on est d'accord, c'est pas beau. Donc il fait plus de 2 mm, l'infiltrant en tout cas. Il est à moins de 3 mm de l'axe optique, c'est un enfant, en gros, ça va mal finir. Donc oui, il s'agit d'une kératite infectieuse jusqu'à preuve du contraire, ou au moins d'une kératite qui s'est surinfectée. Non, vous n'instaurez pas un traitement antibiotique fortifié. Hein. Là, clairement, bon, voilà, il n'y a pas trop d'arguments pour un truc particulièrement... Enfin bon, je sais pas, on est d'accord sur la réponse du non, là. Vous proposez une couverture antivirale? Non, pas trop. Chez les enfants, ça court pas trop les rues non plus. Non. Et il peut s'agir d'une kératite neurotrophique? Oui, un grand oui, et c'est le sujet de cette discussion. Mais là où il faut faire attention surtout, c'est si on instaure des antibiotiques, notamment renforcés, à la toxicité que ça peut avoir. Et oui. Là, on parle justement d'une potentielle kératite neurotrophique. Là où il faut faire le plus attention, puisque c'est une pathologie qui se traite très difficilement, c'est surtout ne pas rajouter de la toxicité. La iatrogénie, effectivement, ouais. Alors, là, ça me permet de me rappeler qu'il fallait qu'on discute un tout petit peu du test de l'esthésie cornéenne. Sur le premier cas, il l'avait bien fait. Hein. C'est un truc qu'on fait de moins en moins, mais c'est assez rentable comme information. Donc, faut pas hésiter à prendre un petit coton-tige, ou si vous êtes riche et que vous avez un esthésiomètre, à l'utiliser. Bon, c'est un peu vintage comme outil, mais c'est pas mal, c'est rigolo. Donc, tester. Ça coûte pas très cher, je pense. Ça coûte pas très cher si vous le trouvez, ouais, c'est ça. Moi, je l'ai ressorti du musée au CHU où je travaillais. Donc, tester la sensibilité cornéenne. Hein, là, chez ce patient, anesthésie totale. Hein, vous avez compris, ça fait suite à son trauma crânien. Et anesthésie cornéenne et conjonctivale totale du côté gauche. Donc, notion de trauma crânien lors de l'accident, avec une hémorragie intracrânienne, une atteinte du 6 et du 7 au réveil. Et l'IRM a été relu par des neuroradiologues qui confirmaient tout ça. Donc, prélèvement bactériologique et virologique en consultation. Et traitement plutôt ambulatoire, hein, parce que bon, voilà, on a une situation un peu particulière. Environnement favorable, traitement mouillant non conservé à la demande, ça nous permet de parler rapidement du Nereia, qui est une goutte sans conservateur, et donc ça permet de faire passer le message aussi que à chaque fois que vous pouvez ne pas mettre de conservateur, n'en mettez pas. Et un antibiotique à large spectre. Moi, j'ai une petite question à vous poser tous les deux. On va peut-être passer à la diapo juste après, comme ça on a l'image. Est-ce que devant une présentation clinique comme ça, est-ce que vous faites systématiquement un prélèvement, oui ou non? J'avoue que là, je l'aurais pas fait. Devant une hypoesthésie totale, une allure d'abcès comme ça, est-ce que tu aurais fait toi par exemple ce prélèvement? C'est difficile, après c'est vrai que là, il est horizontal et pas vertical, les bords sont enroulés, il y a l'hypoesthésie complète. C'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 diagnostics, hein. De toute façon, c'est soit ça, soit un herpès. Ouais. Concrètement, ou un zona, ou tout ce qu'on veut. Donc dans tous les cas, si on part sur un herpès ou un zona, on le couvre avec le traitement antiviral et qui nécessite pas un prélèvement positif pour retenir le diagnostic. Donc non, effectivement, je pense que je l'aurais pas forcément prélevé. Surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant de 6 ans dans un contexte de polyhandicap. Le prélèvement risque de ne pas être aisé et surtout risque d'être négatif. Même s'il y avait un germe qui traînait. Donc, si, je crois qu'il y a un petit rappel après, je me souviens plus très bien, mais les prélèvements, il faut savoir que selon le germe que vous envisagez, normalement, logiquement, un prélèvement, c'est censé se faire sans anesthésie en préalable, sans fluo préalable. Ouais. Autant dire que c'est pas la situation la plus fréquente, et aller faire tout ça chez un enfant, bravo. Bref, donc la bactério au direct c'est négatif, la culture est en cours, la PCR virale est négative, rélecture de l'IRM qui confirme l'avulsion du 5, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus d'esthésie cornéenne. Et donc, on le classe évidemment en kératite neurotrophique de stade 2 de la classification de Mackie. Comment prenez-vous en charge ce pauvre petit patient? Donc, vous arrêtez les antibiotiques, vous introduisez des corticoïdes, vous mettez de la doxy, vous posez une lentille thérapeutique, vous l'opérez.
Là, c'est pareil. On peut peut-être discuter un peu des réponses, mais c'est bien, c'est à ça que ça sert. Ah, c'est des situations complexes, pour le coup. C'est vraiment pas le patient le plus simple. Ni le contexte. Ni le cas contexte, c'est rien de clinique. facile. Les neurotrophiques, c'est jamais des patients faciles à prendre en charge. Après, ça fait 48 heures qu'il a une tache blanche. Oui, 10 jours que ça coule un peu. Oui, c'est ça, ouais, bon. Sans doute que ça datait pas tout à fait d'hier non plus, quoi. Alors, est-ce que vous avez tous fini de voter? Est-ce que des gens continuent à voter? J'ai pas l'impression. Je vois pas Ah, assez si, bien. ça bouge un petit peu. Ouais, ça bouge Je un cherche petit un peu. bon Ça bouge c'est encore. facile. J'en connais Ouais. pas personne. 67, Ouais, c'est ça, c'est 68, pareil, 67, 68 sur la réponse D. Ouais, c'est ça. La C'est la réponse D, réponse D qui fait. Elle plaît, hein. Ouais, c'est la réponse. C'est la réponse D. C'est la réponse D. Moi, je dis ça. Et donc, voici les réponses. La seule option valable, effectivement, enfin, en tout cas, dans ce cas clinique, la chirurgie, puisqu'il y a un retard de cicatrisation évident, une origine neurotrophique, donc il faut aider un petit peu la nature. Et pour le reste, S'ils ne Moi, voulaient je pas pense arrêter qu'ils les ont mis la antibiotiques. réponse D parce que comme Baucher-Lomb fait des lentilles, ils se sont dit tiens, il y a peut-être il y a peut-être une un truc à relation de faire avec cause la à- lentille. Ouais. cause à effet. Mais bon, Et non, c'est vrai c'était un que piège. C'était un piège, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, la doxycycline, évidemment pas avant 8 ans, ça colorie les dents. Il n'y a pas la MM non plus avant 8 ans. Peut-être milazitaire, je pense que Ouais, ça sert à grand chose, mais bon. Ouais, dans les Ouais, antibiotiques que l'on peut mettre, typiquement l'azithère, ça peut Ouais. être intéressant. L'azithromycine, pardon. On a pas L'azithromycine, de noms, exactement. de noms commerciaux. Mais oui, l'azithromycine, faut pas avoir peur. Enfin, même si ça pique, honnêtement, c'est un traitement Ouais. qui est bien rentable. Hein. L'effet antimétalloprotéase, il est bien démontré, Ouais. bien étudié. Donc, honnêtement, c'est rentable. Puis là, ça devrait pas trop le piquer vu qu'il est non. Oui, non, c'est Non. vrai que ça ne piquera pas trop, le pauvre petit. Pour moi, la doxycycline, c'était pas avant 12 ans. Mais Il me semble que c'est 8, je suis pas tellement sûr. C'est le temps de la coloration des dents, les dernières dents, je pense que les c'était un peu premières plus dents définitives c'est 6 ans. de toute façon, il en a c'est 6, donc ça va, il est trop jeune. Ah, de toute Je façon. pose pas les questions. Donc, à propos de votre prise en charge, il s'agit ici d'une GMA en inlay. Cette greffe est posée épithélium vers le bas. Elle a entre autres un effet anti-inflammatoire, antiprotéase et anti-angiogénique. Elle peut s'associer à une tarso et elle se substitue aux traitements médicaux. Donc ça, c'est toujours la question. Hein. Vous avez votre GMA, je la mets dans quel sens, je la mets comment, je la suture comment. C'est un bon petit exercice pour s'entraîner à suturer sur la surface oculaire. Ça rend bien des services, la GMA. Je ne sais pas, vous utilisez plus les versions lyophilisées ou la fraîche? Ça dépend. Moi, j'utilise les deux en vrai. Tu utilises encore des fraîches? C'est vrai que moi, Ouais. j'ai la sèche assez facile. Il faut les commander, elles arrivent congelées. Enfin, mais en vrai, si tu t'organises bien avec ta clinique et tes équipes, ça se fait bien. Je pense que chacune a un peu ses indications, mais par exemple, si tu fais de la vraie reconstruction de la surface oculaire et tout ça, je pense préfère que une fraîche, ouais. les fraîches sont mieux. Bah, pour un cas Après, comme ça, par exemple, une fraîche c'est quand même, je trouve, plus agréable. Oui, même ne serait-ce qu'à manipuler, je trouve. Ouais. Elle s'effrite un peu quand même, la Mais sèche. celles qu'on a en lyophilisé Dispobloc, elles rendent quand même vachement de service. Là, j'en ai utilisé une la semaine dernière, donc je peux en témoigner. Mais ça se manipule plutôt facilement aussi. Ouais. Ouais. Et après, le fameux sens de la Ça peut s'attacher. de pause. À chaque fois, je la mets comme ça, je la glisse, à manipuler avec des petites troutmanes pour pas que ça parte dans tous les sens. Ouais. Bref, il s'agit évidemment non pas d'une inlay, mais d'un overlay. Le but, c'est de recouvrir. Alors, vous pouvez mettre un petit truc en dessous, là, un petit patch en dessous de votre overlay. Ça, pourquoi pas? Ça, c'est peut-être pas idiot. Cette greffe est donc posée épithélium vers le bas pour recouvrir, et elle recouvre en overlay l'ensemble de l'ulcère et l'épithélium vers le bas. Et là, tous les effets décrits ici, hein, anti-inflammatoire, antiprotéase, anti-angiogénique, hein, c'est assez magique ce truc-là. C'est un peu comme un pansement. On peut y faire une tarsographie, et c'est vrai que dans ce cas-là, on a quand même très très envie d'y aller. Hein. Ça rendra bien des services par la suite. C'est des patients, vous savez, globalement, ils vont pas arrêter de refaire des problèmes si vous aidez pas un peu la surface. Et est-ce qu'elle se substitue aux traitements médicaux? Clairement pas. Hein. C'est un pansement, mais c'est pas magique non plus. Enfin, j'ai dit que c'était magique, mais non, ça ne l'est pas. On peut faire un petit rappel peut-être sur les GMA inlay et overlay. Bah, vas-y, je t'en prie. Donc en gros, la GMA inlay, on va l'utiliser pour reconstruire un tissu pour que l'épithélium migre par-dessus la GMA. Donc on va l'utiliser avec épithélium vers le haut. Les cellules épithéliales vont venir migrer par-dessus. Ça va rajouter une épaisseur à notre stroma quand on a un défect stromal. Quand on met la GMA en overlay, donc épithélium vers le bas,
Cette fois-ci, la GMA va plutôt servir juste à donner des facteurs de croissance, va se déliter petit à petit et va aider à la cicatrisation. Donc c'est quand même 2 utilisations assez différentes. On peut les combiner. On peut faire une inlay avec une overlay par-dessus. Mais voilà, chacune a son utilisation différente, donc il ne faut pas la mettre dans n'importe quel sens. C'est pas du tout les mêmes cas Est-ce et les que mêmes t'as, effets. toujours un peu le code. Enfin, moi, on m'avait dit de pas trop mettre de corticoïdes quand tu fais une GMA pour éviter de la résorber trop vite. Enfin, je sais Pas pas forcément. ce que Parce que c'est vrai, dans le contexte inflammatoire, ça la bouffe. Ils sont déjà inflammatoires, donc que ce soit inflammation ou anti-inflammatoire, ça c'est se vrai que bouffe. Moi j'en ai assez. toujours mis, c'est genre qu'on met des points de suture, Ouais. qui va générer de l'inflammation, donc ouais. Est-ce qu'il faut... Des points de Ouais, suture non, en c'est- nylon idéalement, plutôt que de faire des points. Moi avant je les faisais au Vicryl. Un Vicryl est Et, pro-inflammatoire, donc c'est vrai que c'est. Ouais, et c'est pas le pro-inflammatoire bon et endroit. avec le docteur Favre, on en avait discuté et lui globalement ce qu'il fait c'est surtout il fait des points de tige, c'est assez joli ce qu'il fait. En fait il colle sa GMA, il la met en overlay et il fait passer c'est des points de... Une espèce de bourse, un point de bourse, Ouais, c'est ça. c'est super sympa. Une sorte de petite étoile, j'en ai fait quelques-uns après ce qui m'a Ça va plus montré. vite aussi, accessoirement. T'as moins de. Ça va pas forcément plus vite parce que en tout cas moi les premières fois faut prendre un petit peu la main. C'est pour ça, Mais c'est assez chouette et c'est beaucoup moins inflammatoire et quand ça commence à se déliter, tu retires ton nylon et c'est beaucoup moins inflammatoire franchement que le Vicryl. Bah, t'as pas la petite. Le petit peu du granulome, fil, les petits c'est trucs ça, qui pointent et les patients sont quand même mieux. Après lui il a pas de sensibilité cornéenne donc je pense qu'on On peut a le moins de mettre. scrupules, c'est vrai. Alors, la kératite neurotrophique, hein, heureusement c'est rare, mais bon, ça existe, 5 cas pour 10 000. C'est une épithéliopathie dégénérative secondaire à une diminution ou une abolition de la sensibilité cornéenne, quelle que soit sa cause. Hein, donc je sais pas si on n'en parle pas trop, là, si on en parle un petit peu après des étiologies de neurotrophique. Et elle induit donc un retard de cicatrisation et éventuellement des complications stromales. Dans le cas présent, les signes fonctionnels, donc ils étaient bel et bien absents, hein, puisqu'il y a l'anesthésie cornéenne. Il y a une petite hyperémie conjonctivale. L'épithélium, il est, comme le disait Romain, un bord un petit peu enroulé. Il y a une KPS, un grand ulcère ovalaire, plus large que haut. Ça aussi, c'est un signe un peu classique. Les berges sont grisâtres, lisses. L'épithélium enroulé, non ou mal adhérent. Et donc la classification de Mackie qui est rappelée ici, en 3 stades. Le premier stade d'hyperémie conjonctivale, KPS, enfin voilà. Il faut y penser quand même, hein, c'est des patients, voilà, des fois on n'imagine pas qu'on puisse avoir ça, c'est pour ça qu'il faut interroger le patient, qu'est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il a des antécédents de trauma, des choses comme ça. Le stade 2 avec un ulcère cornéen, le stade 3 où ça commence à sentir très mauvais avec la fonte stromale, préperforative parfois, et la néovascularisation. Et les étiologies, voilà, les classiques infections à virus du groupe herpès, les traumas crânio-faciaux, les brûlures avec des agents physiques ou chimiques, les greffes de cornée et les chirurgies cornéennes, le diabète, les tumeurs, enfin en gros les atteintes cérébrales sur le trajet du 5, la radiothérapie, les anévrismes, les AVC, les agénésies congénitales, hein, les pauvres gamins qui naissent avec une cornée insensible, et la iatrogénie liée à nos collyres anesthésiants, aux collyres avec des conservateurs, les AINS, pensez-y aux AINS. Hein. La PPR Enfin, aussi, pensez-y notamment. en n'y pensant pas justement. Hein. Pardon, Il y a la aussi PPR, des la chirurgies PPR, villeuses peu rétinienne. ophtalmo. Ouais. Ouais, dès qu'on se rapproche de 3 et 9 heures, Ouais, enfin, en termes de PPR et de mise en place de trocars, on abîme les troncs cornéens et les troncs nerveux cornéens. Donc. rappelez-vous, amis rétinologues, nous sommes là pour vous. Et les bêta-bloquants. Et donc à chaque fois que c'est possible, utilisez des gouttes non conservées. On a maintenant tout un panel de traitements dont il existe une version non conservée. Par exemple, les traitements du laboratoire Bauchelon, pour ne pas les citer, dans le glaucome. Les collyres non conservés pour la lubrification oculaire. Les corticoïdes aussi, hein, qui existent en flacon maintenant également non conservés. Et parfois, il faut aller à la chirurgie, et c'est là où on voulait peut-être un petit peu parler des solutions innovantes les plus récentes, mais qui ne sont pas encore très répandues. Peut-être plus de dire qu'il y a quand même des traitements étiologiques, ce qui est assez rare dans ces pathologies-là. En traitement médical, il y a le recombiné humain NGH, qui n'a jamais été autorisé en France. Donc c'est du Nerve Growth Factor, NGF. Et donc c'est un traitement qui est autorisé, je pense, en Italie et en Allemagne ou en Suisse, enfin à côté de chez nous. Et il y a eu une grande étude française, et moi j'étais à l'hôpital au moment où les 3 patients lyonnais de l'étude française, qui a inclus 150 patients, je crois. Non, le C'était pas le classicol, classicol, déjà c'était disponible encore en un France, autre et c'est traitement. parti. C'était le laboratoire Dompé qui le proposait, qui doit le proposer toujours. Et en fait, ça fermait les ulcères en quelques jours sur ces cas de kératite neurotrophique, mais c'était des traitements qui étaient extrêmement coûteux, donc malheureusement, nous, en France, on ne peut pas les utiliser.
Et ensuite, il y a la chirurgie de neurotisation cornéenne, pour en avoir pratiqué 2 chez l'adulte à l'hôpital. C'est quelque chose que je connais bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de papiers sur la neurotisation chez l'enfant, en fait. Et il y a une équipe dans le monde, je voudrais pas dire de bêtises, je pense que c'est en Angleterre, mais j'en suis même pas certain. Mais en tout cas, quand moi j'ai voulu faire de la neurotisation, il y avait seulement 15 papiers. Là, le premier, c'est un des thème plasticiens que qui l'ont fait. le professeur Boursier connaît bien Ouais, c'est à aussi, Strasbourg, ouais. puisque c'est lui qui m'a donné l'idée à l'époque, lors du début de Cornet, de le faire ensuite à Lyon quelques années plus tard. Et donc, parmi les quelques papiers qu'il y avait sur les cas opérés dans le monde, effectivement, il y avait une série d'enfants, en fait, une dizaine d'enfants, dans ce contexte de naissance avec des cornets totalement désinnervés. Des RP. Et quand c'est bien fait, ça peut réinnerver une cornée, et donc ça peut traiter de manière étiologique le problème. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours mieux de traiter au stade 1 de la classification de Mackie qu'au stade 3. Et voilà. Bon, ça reste une chirurgie lourde, hein. On va prélever un nerf sensitif, alors, sur le bras ou sur la jambe. C'est des opérations qui se font en double équipe. Il faut aller faire une anastomose nerveuse, il faut aller chercher le tronc supraorbitaire. Enfin, c'est un petit challenge quand même. C'est très esthétique aussi au niveau de la surface oculaire. Il faut faire passer les nerfs au niveau limbique. Mais le résultat à la fin, chez certains patients, c'est joli. Chez certains patients, ça se voit. Non, c'est pas très esthétique, mais ce qui compte, c'est surtout le résultat fonctionnel. Mais très beau résultat au 15-20, l'équipe du professeur Nassim Bouerawa qui a fait très très belle neurotisation pour après justement faire des greffes de cornée. Et puis ensuite, après, ils ont fait pour le coup un confocal, on en reparlera tout à l'heure, et on voit vraiment la repousse cornéenne. C'est vraiment très joli. Ça, c'est fou. Et après, en France, on a aussi le séromotologue. Peut aider un tout petit peu dans ces cas-là. On a aussi j'en avais parlé au congrès de la NGO, on a aussi les auto-prick tests et les blood prick. Donc c'est comme pour le diabète, en fait on se pique et après on met la goutte directement de sang dans l'œil, ça a l'air de fonctionner. C'est le séromotologue homemade quoi. Homemade, et ça fonctionne, hein. Il y a des études assez sympathiques dessus, ils en parlent dans le Dry Eye Workshop, le dernier. Ça a l'air plutôt prometteur, après il faut vouloir se piquer le doigt et mettre la goutte de sang dans l'œil. Écoutez, c'est particulier. Et on rappelle encore une dernière fois, si c'était pas assez lourd, le traitement ne rajoutons pas d'hiatrogénie en mettant des collyres conservés quand une alternative existe. Donc merci pour ce 3e cas clinique. On va passer au 4e. Que tu checkes l'équipe. On va juste répondre rapidement à la question de Léon qui nous demande pourquoi on ne met pas de couverture antivirale chez cet enfant. Donc c'est vrai qu'on disait que ça pouvait être un aspect d'un diagnostic différentiel. Vous en auriez mis, vous ? En fait, là, on a l'étiologie. Oui, c'est vrai qu'il y a la probabilité pour qu'il ait et son trauma crânien qui ait désinnervé sa cornée et en plus un herpès assez sévère pour qu'il soit au stade d'un ulcère qui cicatrise pas et qui soit complètement neurotrophique est quand même dans le contexte peu favorable, on va dire. On n'aurait pas eu ces évident, mais c'est vrai qu'on je pense que effectivement j'en aurais absolument pas mis. Pourquoi ? Déjà il suffit de regarder un ulcère pour avoir une atteinte herpétique comme ça. Il y aura forcément une atteinte de chambre antérieure, il y aura des précipités rétrocornéens. C'est rare d'avoir juste une énorme atteinte cornéenne isolée. Il y a souvent une kératouveites herpétique ou zostérienne. Là c'est pas du tout le tableau. Je pense qu'on peut totalement skipper les traitements anti-herpétiques et passer directement au traitement de kératite neurotrophique. Et la question suivante est vachement intéressante, c'est quoi les antibiotiques les moins épitéliotoxiques qu'on peut mettre en couverture ? Bon, après voilà, le but des antibiotiques, déjà le dire, c'est une couverture antibiotique, oui c'est vrai, mais il faut essayer d'être le moins iatrogène possible encore une fois. Encore une fois, moi, l'azithère, je l'ai assez facile et c'est un beau l'azithromycine. Spectre. L'azithromycine, pardon, c'est un traitement qui a quand même un spectre hyper intéressant, qui est pas franchement toxique pour la surface oculaire, pour le coup, puisqu'il nous rend service. Et après, tu as une fluoroquinolone qui est non conservée. Et je connais que son nom commercial et je sais même pas le labo qui la fabrique. Il y a la ciprofloxacine et l'ofloxacine. Ça commence par un M, voilà, vous chercherez. Fluoroquinolone qui commence par un M et qui finit par un OX. Qui finit par un OX. Voilà. Mais je sais même pas le labo qui le fabrique, donc je ferai pas de pub. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est par exemple, on peut la citer du coup, le siloxan, qui est extrêmement toxique, qui va laisser des petits débris. Tout comme la tobramycine. La tobramycine est conservée et aussi assez épitéliotoxique. Donc, mais le siloxan, son gros problème, c'est les dépôts que ça peut favoriser.
Et ça peut faire jusqu'à des plaques équivalentes aux plaques vernales où il faut carrément aller au bloc pour la retirer. Ouais, c'est quand même un peu enquiquinant. Et puis ça fait plus de dépôts, je trouve, que quand l'épithélium est déjà abîmé. Ah oui. Il y a plus de dépôts que si jamais l'épithélium était totalement intact. Ça aussi, il faut y penser. C'est-à-dire, vous avez mis votre patient sous un traitement, typiquement après une cataracte, des fois, vous est sous Tobradex, Tobramycine et dexaméthasone, on va y arriver. Et vous dites, tiens, c'est quand même bizarre, il y a une grosse KPS, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Peut-être enlever la Tobramycine, ça commence par là déjà. Il y a une étude en cours là pour essayer de voir si on pourrait pas carrément se passer des antibiotiques en post-op cataracte. On espère qu'elle sortira bientôt. Voilà, dans le chat, ils ont accès au chat ou il n'y a que nous qui avons accès au chat ? Aucune idée. Parce qu'on a bien mis le nom de la molécule qu'on ne voulait pas, enfin le nom du médicament qu'on ne voulait pas citer. Je pense qu'il n'y a que nous qui... On va s'abstenir. Bref. Et donc on passe au cas clinique numéro 4 proposé par Geoffroy de Tours. Et donc il s'agit d'une patiente de 54 ans qui est ménopausée. Elle a l'œil sec des deux côtés. Elle a une pelade, ça fait 2-3 mois. Elle voit moins bien à gauche, à droite. Les sécrétions sont propres. Bilan en cours en médecine interne. Antécédent de cancer colique avec corticothérapie il y a plus de 10 ans. À droite, elle voit 4 dixièmes, à gauche, elle voit 5 dixièmes. Chimiothérapie, c'est vrai, pardon, excuse-moi, désolé. 4 dixièmes à droite, 5 dixièmes à gauche. Une PIO plutôt normale. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, on décrira l'image après, je ne sais plus si elle est décrite. Il y a les questions après. Ouais. Alors, les questions. Vous recherchez une sécheresse buccale, cutanée et vaginale à l'interrogatoire. Vous recherchez des signes extraoculaires. La kératite filamenteuse est spécifique de la sécheresse oculaire sévère. Les filaments cornéens sont dus à un déséquilibre entre le film aqueux et le film lipidique. Bon, c'est des patients qu'on voit quand même, hein. C'est pas qu'au CHU, hein. Il y en a quand même quelques-uns, qu'ils soient primaires ou secondaires, c'est des patients... On va en discuter après, on va pas tout de suite vendre la mèche. Ne dis pas tout. Non, je ne dis pas tout, c'est vrai, je suis trop pressé. Alors, est-ce que les gens sont tous d'accord entre eux ? Il y a quand même une belle unanimité. Hein. Alors, petite hésitation sur la dernière question. Un peu plus technique peut-être. Moi, que ce sont des personnes qui n'ont pas passé il y a si longtemps que ça le CN, parce que dès qu'il y a spécifique, très sensible, pathognomique, les gens que je parle. Allez, on répond. Et effectivement, vous recherchez des signes d'une maladie bien connue. Est-ce que j'ai le droit de donner le nom ? Pas encore. Pas encore. Vous recherchez des signes extraoculaires aussi, parce que vous savez maintenant quelle est la pathologie. Et la kératite filamenteuse est spécifique ? Non, elle n'est pas spécifique, on la retrouve dans d'autres pathologies. Et les filaments cornéens, on va voir après ce que c'est. Alors, les filaments, c'est donc du mucus, des cellules épithéliales et des débris inflammatoires qui forment des espèces de petites chaînettes comme ça appendues à l'épithélium cornéen. C'est un déséquilibre entre le film aqueux et le film mucinique, hein, c'est des problèmes au niveau des cellules caliciformes. Qu'est-ce qu'ils ont ces patients quand ils ont des kératites filamenteuses ? Une irritation, une inflammation, une sensation de permanence d'avoir un truc sur l'œil, ça pique, ça gratte, ça brûle, mais en plus fort. Un déficit aqueux, une exposition, malocclusion, des anticholinergiques, c'est tout autant de causes potentielles de kératite filamenteuse. Et donc, qu'est-ce qu'elle a notre patiente ? Elle a une sécheresse buccale, cutanée et vaginale, elle ne prend pas de traitement, elle est traitée par acide hyaluronique et des cures de corticothérapie, et elle est en bilan pour une recherche de maladie de Sjögren. Évidemment, vous aviez tous ce diagnostic en tête. Donc, les propositions. Un test de Schirmer 1 est négatif si ça monte sur la bandelette de moins de 5 ml en 1 minute. Enfin, c'est 5 mm pour moi, c'était pas des millilitres. Enfin bon, bref. L'absence d'anticorps anti-héro ou anti-LA, donc c'est l'autre nom des anti-SSA et anti-SSB, élimine le diagnostic de maladie de Gougerot-Sjögren. La présence d'un facteur rhumatoïde oriente vers un Sjögren secondaire et vous proposez une écho des glandes salivaires accessoires. J'avoue que je ne connaissais pas cet examen avant, je ne savais pas qu'on pouvait faire une écho des glandes salivaires. Moi non plus, je suis pas sûr, je suis même pas sûr du tout. Je sais pas. Des BG. Je sais pas ce que ça donne. Mais bon. C'est tout petit quand même, une glande salivaire accessoire. Mais j'aurais dit un autre truc, moi, mais je suis pas sûr. J'ai évité de dire une connerie, mais j'aurais fait un autre examen d'imagerie si jamais on voulait faire ça. Mais il faut que je demande. Je sais pas.
Alors, qu'en pensez-vous, le schirmeur? C'est quoi, une IRM En fait, j'ai eu un cas il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui avait une inflammation méningée et au niveau des glandes, là, justement, enfin des glandes en général, pas que les glandes lacrymales, et en fait, ça flash en IRM. Et donc, est-ce que ça apporte quelque chose de savoir que tu as une inflammation au niveau de ces glandes? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? J'en sais rien. De toute façon, c'est pas facile d'avoir une IRM, donc. Tu peux faire aussi des échographies parotidiennes, je pense. C'est plus facile quand même d'aller chercher la petite glandouille sur Que la parotide. la parotide. Non, une échographie. Une échographie, oui, une échographie. Ah non, pas la biopsie de la parotide, oui, juste à côté des carotides, c'est sympa ça. Je pense que ça bouge plus, tu peux y aller. Allez. Donc, un test de Schirmer 1 est négatif. Bah non, hein, c'est plutôt l'inverse en fait. Il faut que ça monte plus que ça à la première minute. L'absence d'anticorps n'élimine pas le diagnostic. On peut avoir un patient avec un Gougerot alors qu'il a des anti-SSA et SSB négatifs. Le facteur rhumatoïde, on va en reparler après. Et vous proposez donc une échographie des glandes salivaires accessoires, puisque même si on ne le connaît pas, c'est la bonne réponse. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord avec toutes les réponses. Vas-y, qu'est-ce que Le facteur rhumatoïde, pour moi, si jamais on a un facteur rhumatoïde positif, on fait plutôt s'oriente vers une cause. PR, ouais. Polyarthrite rhumatoïde. Même si c'est pas du tout spécifique, mais. Je voudrais rassurer nos auditeurs, j'aurais mis la réponse C. Vrai. Moi aussi, j'avoue. Vous avez tous un point bonus, les 76% de réponse C. Et l'échographie, moi, je l'aurais pas coché. Bah déjà, parce que je ne savais pas que ça existait. Avant, mais ouais. Apparemment, ça existe. On regardera ça plus tard. Et le premier, le premier est faux parce qu'en fait, c'est à 5 minutes qu'on lit le test de Schirmer et non pas à 1 minute. À 1 minute, il se passe pas grand chose. Est-ce que vous avez déjà est-ce que vous avez subi un Schirmer? Ouais. C'était ça. Moi, j'ai de la sécheresse oculaire, donc j'ai eu tous les examens de sécheresse. Mais c'est horrible. C'est horrible, c'est pas très agréable. C'est horrible. J'en ai fait passer un hier, mais c'est pas pour toi. Ah bah écoute mon pauvre, écoute, c'est ce qu'on va te faire après. Amuse-toi après. Donc le Schirmer, ça teste la sécrétion basale et réflexe. C'est pour ça que c'est un examen qui est pas toujours archi rentable, parce que ça traite ça dépiste aussi, ça mesure la sécrétion réflexe, celle qu'on veut pas avoir dans ce test. Elle se fait sans anesthésie, sans larmes artificielles. C'est une torture pour vos patients, messieurs dames. Elle se fait les yeux fermés. On la place au tiers externe de la paupière. La lecture se fait effectivement à 5 minutes. Je m'étais trompé ici dans l'interprétation. Donc c'est effectivement à 5 minutes et pas à 1 minute. C'est pathologique si c'est à moins de 5 mm sur la petite bandelette. Et faible sensibilité mais bonne spécificité. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un résultat positif que vous pouvez éliminer le truc. Critères diagnostiques du Gougerot. Il en faut au moins 4 pour le diagnostic, donc je ne vais pas tous les rappeler ici, mais bon, la BGA reste utile. Hein. Moi, je ne vois pas l'échographie des glandes salivaires dans la liste des éléments diagnostiques, mais bon, on va en faire une puisque c'est le cas clinique. Les critères d'exclusion, si un patient a eu de la radiothérapie, a un VH, une hépatite C active ou un VIH, qu'il a une sarcoïdose ou une amylose, ou qu'il a une réaction du greffon contre l'autre, ou une maladie aux IgG4, bah c'est pas un Gougerot, je crains, hein, c'est en tout cas pas un primaire. 30%, jusqu'à 30% des cas quand même sont sans anticorps, et le diagnostic pour moi il passait quand même d'une façon ou d'une autre par une BGSA à un moment ou un autre de l'histoire. Il n'y a rien qui ressemble plus à un syndrome de Gougerot-Sjögren qu'une IgA, je trouve. Ouais, c'est clair. Cliniquement, c'est exactement la même chose. Donc, toujours demander aux patients leurs antécédents, est-ce qu'ils ont une greffe, etc. Alors, les rappels sur le facteur rhumatoïde, on va aller très vite là-dessus parce qu'on est incapable de commenter cette diapo. C'est une très belle image, on voit. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, tu es à l'aise avec cette représentation 3D du facteur rhumatoïde? Ah, c'est typique. Donc, c'est un auto-anticorps anti-IgG, on sera content de le savoir. Soit des IgM, soit des IgA. Bon, voilà, c'est pour les gens intellectuels, ça on va passer. Moi, j'avais la notion qu'on utilisait plutôt les anticorps anti-CCP que le facteur rhumatoïde. Ouais, le facteur rhumatoïde était un peu old school, voire plus utilisé. Ils ont les anti-CCP. Mais donc non, je ne vais pas m'attarder sur la diapo parce que moi j'ai même supprimé les facteurs rhumatoïdes de mon bilan. Et bah comme ça. Alors, recommandation de nos amis internistes. Hein. Voilà. Rappel sur les glandes salivaires accessoires. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a une atteinte? Donc, c'est une sialadénite lymphocytaire focale. Il y a un truc qu'on appelle le focus score qui mesure le nombre de foyers lymphocytaires, plus de 50 cellules, par 4 mm² de tissu glandulaire. Donc, c'est retrouvable effectivement dans d'autres pathologies. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu faire attention au diagnostic différentiel. L'hépatite C, la réaction du greffon contre l'autre. Il y a un petit site internet pour vous aider aussi. Et donc, l'échographie des glandes salivaires. Parlons-en.
Point d'interrogation, Non, c'est on n'a vraiment pas la réponse. L'examen, on n'est pas. Et ça, c'est un geste qu'on peut faire la BJSA, on peut la faire au cabinet, c'est vraiment c'est pas hyper compliqué, ça peut dépanner plutôt que de dire aux patients vous allez voir l'interniste, Ils auront un rendez-vous dans 6 mois et encore, et on sait pas sur qui ils vont tomber. Franchement, ça se fait facilement. Petit coup de bistouri, vous tombez dessus, vous Bistouri sentez le vertical, machin, on sent bien, voilà, il suffit de mordre On sa lèvre touche, inférieure, on touche les trucs. on sent bien les petits granules. Il suffit de faire une petite incision avec un tout petit peu d'anesthésie, ça prend 2 petites minutes. On envoie à peu près 4-5 glandes et franchement on a le résultat en 2 semaines C'est ça. et c'est top. Donc, notre patiente, elle avait un Schirmer positif, des anticorps antinucléaires, mais pas de SSA et pas de SSB. Les facteurs rhumatoïdes étaient négatifs et les CCP dont parlait Romain également. À la biopsie des glandes salivaires, elle avait ce qu'on a dit avant, la sialadénite lymphocytaire, avec un focus score à 3 sur 4 mm², je ne sais pas comment se lit ce truc, et une amélioration sous corticoïdes, mais une rechute à l'arrêt. Quelles sont vos propositions ? Vous prescrivez un inhibiteur de calcinurine topique, aka la cyclosporine. Seulement 2 bouchons méatiques suffisent dans le cas d'une maladie de Sjögren. Les vers scléraux sont une alternative thérapeutique possible. La vitamine A pommade disparaissant du marché, je condamne mes patients à vivre dans la souffrance. Il y a un petit peu de pathos dans ce dernier énoncé, c'est magnifique. La cyclosporine, On va c'est pouvoir un vrai profiter sujet, et peut-être remercier le laboratoire Bausch & Lomb qui va nous aider à redistribuer de la vitamine A en France, Tout à fait. puisqu'ils vont commercialiser la vitamine A Blash, qui est la vitamine A suisse en France. Mais j'invite les jeunes ophtalmologistes qui nous suivent ce soir à limiter les prescriptions aux patients qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les sécheresses sévères ou les contextes post-opératoires de cornée, pour pas qu'on se retrouve de nouveau complètement bloqué sur le marché de la pommade vitamine A avec des patients qui peuvent pas récupérer leur traitement. Mais en tout cas, Bausch & Lomb fait partie des laboratoires qui ont pris les devants et qui ont cherché à trouver des solutions pour les patients qui sont extrêmement inquiets de cette rupture, et donc on peut que remercier Bausch & Lomb et les autres labos, mais c'est avec eux qu'on travaille ce soir pour ces efforts faits pour les patients. Ouais. Alors, je lis dans le chat une information importante de Geoffroy, qui en fait est à l'origine de ce cas clinique et qui s'était planté, qui avait écrit échographie à la place de biopsie. Et c'est super. Donc ça n'existe pas, l'échographie des glandes salivaires. On est rassuré. On n'était pas passé à côté d'un truc. Et Cyril nous demande si à la phase initiale, faut-il enlever les filaments de kératite de kératite filamenteuse avec une éponge pour aider à la cicatrisation. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les enlevez, vous, les fillaments ? Parce que moi, non, j'avoue. Ça repousse. Ça repousse, et les patients en général, c'est assez drôle parce qu'ils viennent souvent avec la même plainte. J'ai souvent des filaments, je les retire avec mes doigts, puis après ils repoussent. Pour soi, il faut juste traiter l'inflammation plutôt que de leur dire retirer les. À la phase aiguë, globalement, à part la cortisone, il n'y a pas grand-chose qui les soulage. Globalement, le message, c'est touchez pas votre surface, messieurs, aux patients. Dites-leur ça à chaque fois. Puis ça me fait penser à un autre cas où les corticoïdes marchent plutôt pas mal. C'est les patients qui ont un mucus fishing syndrome. C'est pareil, ils ont l'espèce de filament. Ils n'arrêtent pas de m'enlever un truc, je tire. Puis vous leur faites comprendre un beau jour que c'est plus ils tirent, pire c'est. Et donc laissez vos yeux tranquilles. Pierrick nous demande si on met des corticoïdes à la phase aiguë lorsqu'il y a des filaments pour diminuer l'inflammation. Ma réponse, tu viens de répondre. Oui. Donc allons-y. Alors, avec parcimonie. Avec parcimonie, bien sûr. La cortisone peut favoriser les surinfections, mais en général, ça les aide quand même pas mal. Et donc, vous prescrivez effectivement de la cyclo. Alors, je crois qu'on l'a considéré comme fausse, la réponse B, parce que ça n'existe pas la réponse ni oui ni non. C'était un peu une réponse de Normand pour la deuxième, parce que moi, personnellement, j'en mets souvent au début au moins que 2, des bouchons. J'en mets pas tout de suite 4. C'est pour ça que la réponse était... je sais pas pourquoi. J'en mets jamais au début. J'attends vraiment à chaque fois que ce soit bien. J'essaye quand même au bout d'un certain stade, et ça aide quand même. Et 2, ça suffit souvent. C'est vrai que j'en mets quand même de temps en temps 4. Ouais. Les bouchons supérieurs, en soi, t'as 5 à 10% de... Ouais, mais bon, 2 fois. Ouais. Ça m'arrive, j'en mets pas souvent 4, c'est vrai, mais c'est pour ça que je dis justement, j'en mets souvent que 2. Les vers scléraux sont une alternative thérapeutique possible, tout à fait, encore faut-il être prescripteur de l'antisclérale, je trouve que c'est pas à la portée de tous. Enfin, si c'est à la portée de tous, sous réserve de faire cet effort. C'est très compliqué, après, je pense que les jeunes devraient se former, c'est vraiment très bien. C'est vrai que c'est chronophage.
Mais c'est rentable en pour les cabinet, il patients, faut c'est soit vraiment travailler avec très, quelqu'un. très utile, ouais. Vraiment très utile. Effectivement, comme l'a très bien rappelé Romain, merci. Merci au laboratoire Bausch & Lomb pour la vitamine A. Ça sauve peut-être pas des yeux, mais en tout cas des patients. Alors, ces slides, on va pas très très longtemps les commenter, si ce n'est pour rappeler qu'il y a le Typhos qui a sorti le Duse 3, donc la mise à jour de ce magnifique corpus de connaissances sur la sécheresse oculaire, hyper intéressant, hyper complet, avec des rappels épidémiologiques, étiologiques, thérapeutiques, avec tout ce qui se fait, avec vraiment toute l'évidence-based médecine possible et imaginable sur la surface oculaire à jour, écrit par un panel d'experts internationaux, tous plus perfectionnés les uns que les autres. Enfin, vraiment, c'est une bible pour la sécheresse oculaire, donc je vous invite à aller consulter cet article qui est disponible. Je crois que c'est gratuit en plus. C'est gratuit. Ça fait par contre vraiment la taille d'une bible. C'est une petite c'est bible, effectivement. très très long à lire. Mais enfin, il y a un summary report, je sais plus. Il y a un summary à chaque fin de paragraphe. Enfin, franchement, vous lisez ça, vous êtes déjà bien calé sur la surface. Et il y a un super topo du congrès de la NGO, fait par quelqu'un que je connais bien, qui est moi-même, sur justement sur le Juice 3 qui vient de sortir, où j'ai essayé de résumer tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de schémas. Alors certes, ils sont en anglais, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de simplifier les étiologies, les démarches diagnostiques. Et la façon de penser aussi, ça se démarque un peu de ce précédent. J'étais pas un grand fan du Dudes 2, ça m'a réconcilié avec le Dudes en vrai. Ils ont vraiment mis en avant toutes les autres thérapeutiques autres que purement les gouttes. Enfin, ils ont mis en avant les IPL, tous les autres traitements récents, le plasma et autres. Ils changent même la définition de la sécheresse oculaire, ça devient une maladie à part entière. C'est surtout qu'ils basent uniquement leur rapport sur l'evidence-based medicine. Alors ses qualités et ses défauts en sécheresse oculaire, dans cette maladie très subjective, mais ça a au moins la vertu d'essayer de prouver les choses et de dire écoutez, ça marche, ça on sait pas trop, et ça non, clairement ça marche pas. Et ça c'est hyper important en médecine, je pense. Donc, ça me permet de rebondir sur la question de Rachel qui nous demande, qui a eu l'occasion de tester les IPL au congrès de l'Anjou et qui nous demande si son indication est limitée à la dysfonction mébobienne. Et je crois que Romain comme moi, on est capable de dire avec une bonne certitude que non. On l'utilise dans d'autres cas. Mais c'est même pas moi qui vais te le dire, c'est parce que dans le Dudes 3, ça apparaît en Device Tear Stimulation, pharmacological, là. Et en fait, l'IPL apparaît dans tous les traitements de toutes les causes, ce qu'ils ont appelé les étiologies de sécheresse oculaire. En fait, on le retrouve à chaque fois. Ils l'ont proposé un peu partout, y compris le Sjögren. Enfin, je trouve que ça marche pas mal. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie qui a un substrat inflammatoire et que du coup, il y a un dysfonctionnement mébomien qui est créé secondairement en fait. Voilà. Moi, j'aime bien classer les DGM en primaire, donc c'est la maladie de monsieur et madame tout le monde, plus après 45 ans, plus les femmes, etc. La sécheresse classique, et en fait, tous les patients qui ont une sécheresse oculaire sévère, même avec une étiologie sous-jacente, finissent par avoir ou ont un DGM associé. Et donc, le fait de traiter cette partie-là de la sécheresse, ça aide toujours, en fait. Ouais. Mais c'est un traitement qui est simple à mettre en œuvre, c'est pas le plus relativement inoffensif, donc c'est surtout, ça peut toujours être essayé, et quand ça aide, c'est un peu la boîte. Serge Douane, il dit toujours c'est la boîte noire. Voilà, on sait pas pourquoi, mais quand ça marche vraiment super bien. Donc, voilà. Les IPL, juste pour rappeler, c'est donc la lumière pulsée, c'est un traitement initialement utilisé par nos amis dermatos qui se sont rendus compte un beau jour que quand ils flashaient au niveau de la paupière, que leurs patients avaient moins de plaintes en lien avec la sécheresse oculaire. Puis un beau jour, monsieur Toyos, c'est ça, aux États-Unis, s'est dit tiens, je vais marketer le truc pour les yeux, et bien lui en a pris, puisque c'est un traitement maintenant qui est bien diffusé, qui est de plus en plus utilisé. Alors, la sécheresse oculaire, de manière générale, on peut vraiment l'appréhender de plein de façons différentes. Ça me permet au passage de faire un peu de pub pour le congrès lié à la sécheresse oculaire, la COS, là, qui a lieu au mois de décembre, où on parlera encore de ces traitements, les IPL entre autres. Et la sécheresse, je disais, c'est plus je prescris une goutte et merci, au revoir monsieur, c'est vraiment, ou madame d'ailleurs, c'est un traitement qui est c'est une prise en charge qui est globale. Faut écouter nos patients, faut essayer de répondre à des demandes qui sont assez protéiformes mais qui reviennent souvent un petit peu quand même, l'impact des écrans, l'impact du mode de vie, le maquillage chez mesdames et messieurs aussi maintenant. Voilà. On en est la preuve. On en est la preuve ce soir, messieurs. On est tous les trois maquillés. Nous sommes maquillés pour ne pas briller trop à l'écran.
Bref, et ça me permet aussi de rappeler que nous avons bien respecté la parité ce soir, n'est-ce pas, puisque nous sommes trois messieurs à présenter. Nous nous excusons auprès de la gente féminine, ce n'était pas fait exprès. Et donc voilà. Quelles sont les indications des bouchons, demande Anaïs. Tous les cas de sécheresse quantitative, de manière générale, dès lors qu'il y a un problème de quantité de larmes, on va essayer de garder ce qu'il y a. Alors juste un petit point, on veut garder ce qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'avant de mettre des bouchons, personnellement, je calme d'abord la surface. Ouais, Je sais pas si tu veux rajouter, ça tombe sous le sens. Mais... Ouais, c'est ça, c'est le syndrome des larmes toxiques. En fait, on maintient des larmes qui sont pro-inflammatoires, qui vont à l'intérieur des cytokines, etc., qui vont continuer à entretenir l'inflammation. Donc il faut vraiment traiter d'abord avec des corticoïdes, de la cyclosporine, de l'azithromycine, etc., avant de mettre des painless plugs ou autres bouchons méatiques. Je pense que c'est hyper important. Moi, personnellement, j'en mets uniquement 2 à chaque fois, en me disant que de toute façon, 4, ça peut améliorer peut-être un tout petit peu, mais j'essaie toujours. Je commence toujours par 2, non, je suis d'accord, j'en mets jamais 4 d'emblée. Ouais. Mais oui, l'inflammation, si jamais on met des bouchons d'emblée, on va juste entretenir l'inflammation. Et n'hésitez pas, parce que c'est vrai, alors n'hésitez pas encore une fois qu'on a traité l'inflammation, c'est vraiment un geste, Très facile. c'est excessivement facile, c'est très rapide, les gens en ont très peur, les patients en ont très peur, mais une fois que vous leur avez mis, souvent ils vous remercient. Alors il faut savoir aussi que c'est un traitement qui a peut-être initialement un petit effet, ça fonctionne des fois trop bien, c'est-à-dire que quand ils se mettent à avoir un petit épiphorat, souvent au bout d'un moment ça s'arrête, et parfois le patient le perd et vous ne savez pas pourquoi sa situation s'est améliorée alors qu'il n'a plus son bouchon et qu'il est persuadé de toujours l'avoir. Donc les take-home messages, une kératite filamenteuse a des causes multiples, c'est pas toujours un Gouzereau. L'absence d'anti-SSA et d'anti-SSB est possible alors que c'est bel et bien un jeu graine. La sécheresse oculaire sévère fait appel à un arsenal thérapeutique varié, vous lirez le DUSE s'il vous plaît, et cette prise en charge, elle est multidisciplinaire, elle fait appel à la fois à nos amis internistes, aux médecins de la douleur, parfois aux dermatos, et quand même, on est un peu au milieu de tout ça. Voilà. C'est quoi les petits logos verts? C'est les likes. C'est les likes. C'est applaudi. On nous applaudit, on nous met des cœurs. Donc on vous remercie, c'était le dernier cas clinique, on a normalement un 5e qui est proposé par Aurélie. Je m'excuse sincèrement, c'est juste qu'il ne nous reste plus assez de temps pour le présenter parce que c'est un très beau cas qu'on vous proposera, on l'espère, lors d'une prochaine session si le laboratoire Bausch+Lomb nous en donne l'occasion. Mais c'était un très beau cas, on essaiera peut-être de vous le présenter, si ce n'est pas un prochain webinaire, au moins ça sera un de nos congrès. Merci encore à tous, merci pour votre attention. C'est le moment de désigner le vainqueur de la Volk, je ne sais pas comment ça se passe. Aucune idée non plus. Ah, le président arrive. On a quelqu'un qui va revenir. Une porte s'ouvre, nous donner Les résultats du concours. la place à Nicolas Kitic, le président de l'ONU. Ah. Désigne-nous le vainqueur. Alors, le vainqueur est en train d'être désigné, mais je tiens à féliciter vraiment les 3 experts ici présents. C'était très intéressant de voir vos topos. Donc, C'est pas les nôtres, hein. C'est pas les nôtres. Nous, on a fait que présenter. On remercie. Oui, bien sûr, bien sûr. On remercie très vivement toute l'équipe qui a proposé des très beaux cas cliniques. On s'excuse vraiment auprès d'Aurélie qui a proposé aussi un super cas, C'était très hyper intéressant, mais qu'on veut pas bâcler en traitant en 5 minutes. Donc on le laisse pour une autre occasion. Et on remercie donc tout particulièrement Bausch+Lomb avec qui on sera amené à refaire ce même format de webinaire pour certainement des thématiques diverses, que ce soit peut-être rétine, etc. On pourra explorer ça à l'avenir ensemble. Voilà. Donc on attend qu'on nous annonce le gagnant, suspense. Il y a un compte à rebours. Alors, moi j'aimerais bien qu'on parle du maquillage, parce que moi c'est la première fois de ma vie que je me maquille, j'ai les yeux qui piquent, qui grattent depuis 1h30. Je te recommande l'IPL. J'ai vraiment les yeux qui grattent. Alors, moi, quand tu fais des comprends pas IPL, faut que venir tu es sans pas, maquillage. du fait que tu sais Ah que oui, t'as en une plus, sécheresse oculaire, tu aurais dû refuser le... Bah non, on m'a pas laissé le choix, on m'a dit tu vas briller. On va briller, c'est Ouais, clair. mais Ouais. j'aurais dû lui dire éviter le bord des yeux. Ah non mais là c'est... Non mais alors la maquilleuse a été incroyable, merci à elle encore une fois. Alors, tiens, merci aussi la Elle est top, incroyable. une maquilleuse exceptionnelle, avec qui on a pris de très jolies photos. Si vous avez du temps, n'hésitez pas dans le Dude 2 3. et 3, mais surtout 3. Non, c'est que dans le 3. Il y a un chapitre entier dédié à la cosmétique, Ouais. à la iatrogénie du maquillage. Mesdames, Et, peut-être un conseil, évitez au moins le crayon. Le crayon, le col. le truc noir là, le truc au Ouais. bord des lèvres. L'eyeliner. Bien boucher les glandes de mébemus Ouais. comme il faut, donc laissez votre bord libre tranquille. Il y a, je crois, il y a- Alors pas de fossiles, Pas de les fossiles. fossiles c'est la Pas de pire fossiles, chose. bien sûr, c'est les pas fossiles. beau, Aïe, aïe, aïe. c'est pas beau. Bon ça dépend. On va tirer des problèmes ce soir. Ça Donc, dépend. pas de crayon, pas de fossiles. Pas de colle. Le Ça, c'est truc le noir, pire truc. l'autre truc noir, le mascara loin du bord libre, c'est pareil. Ouais. Voilà. Des produits hypoallergéniques si possible. Il faut les produits minéraux, enfin les produits sous forme de poudre,
plutôt que sous forme de, je sais plus quoi, de crème, il y a un truc comme ça, je crois qu'il y a quelque chose, mais à revoir. Probablement, c'est toi l'expert. Probablement. Très certainement. Merci. Surtout, Expert make-up, je vais me le renseigner. plus important, c'est se démaquiller. Parce que si jamais on continue à laisser du maquillage le soir avant d'aller dormir, D'ailleurs, malheureusement, s'il y a ça encore continue à bouffer. des personnes qui se maquillent, alors je veux pas dire des femmes, parce que c'est vrai qu'il y a des hommes, des femmes, des hommes-femmes, mais s'il y a des gens qui se maquillent, qui sont encore sur le chat, parce que moi j'ai accès à la tablette là de loin, si vous voulez me donner des conseils sur comment me démaquiller ce soir, ça m'intéresse. Ça peut être Ah oui, intéressant. ça peut nous intéresser tous, je pense. C'est vrai. Ouais. Notre maquilleuse m'a dit au savon, voilà, mais si vous avez d'autres recommandations, je suis preneur. Voilà. Alors, Jimmy, ouais. Alors on nous demande juste le nom du topo sur la sécheresse oculaire, le Deuce 3. DEWS 3, DEWS, TFOS, Je sais c'est pas si on peut remettre la diapo. TFOS pour le C'est tir écrit en film. bas de la diapo, au milieu, Ouais. il y a écrit Tifos, c'est le nom du groupe, c'est Tir Film Ocular Society, quelque chose Ouais. comme ça, et Deuce, je suppose que... Dry Eye Workshop. Exactement. Ouais. Wow. Tellement fort ces experts. Voilà. Et Et, ne- pardon, il y a un truc aussi quand même qui est pas mal, c'est les produits pour la surface oculaire qui sont notamment commercialisés par le laboratoire Bausch et Lomb. Ouais. Je crois que c'est Oftaxia et je sais plus comment ça s'appelle l'autre. Enfin bref, un truc pour démaquiller. Des petites lingettes, solutions ouais, micellaires, je sais solutions. pas quoi. Mais c'est bien, franchement, les patients, pour le coup, sans vouloir faire. Enfin, c'est pas que pour faire de la pub. Ça marche bien parce que les patients adoptent une espèce de petite routine de soins. Ça leur permet de faire un petit soin de paupières aussi. Pareil, les soins de paupières, ça aussi, on peut en parler. Je sais pas qu'est-ce que tu dis à tes patients, parce que moi j'ai abandonné le truc de masser parce que j'ai peur de recoller un kératocone. Je leur dis juste de cligner des yeux après un masque chauffant. Moi, chauffer, cligner, chauffer, masser, ça dépend, c'est le feeling. Et ça dépend le temps que j'ai, ça dépend la compréhension en face de moi. Moi, je leur fais quand vraiment j'ai la foi, je fais une démo, je prends une photo de leurs paupières, je leur montre le truc. Ouais. Faites des photos lampe à fente, c'est vraiment Ouais. un truc hyper Je pense rentable que en c'est termes génial, ça. d'éducation Ouais. thérapeutique, c'est top. Vous leur montrez Ouais. ce qui va pas. J'insiste un peu plus sur la chaleur. Vous en avez Ouais. là où ça marche le mieux, c'est quand l'effet de la chaleur marche, là ils adhèrent à fond. Ouais. C'est vrai que Les masques chauffants. ouais. j'en ai aussi beaucoup qui me disent ah je le fais à fond mais il n'y a rien qui sort et donc ça les frustre donc bon je me dis j'ai pas envie de générer de la frustration non plus. Non mais j'insiste sur la chaleur et plus sur le clignement, effectivement Ouais. ça fait double effet, ça Ouais. réduit le clignement spontané et en même Ça temps brise ça permet l'accommodation, d'échanger ouais. les glandes du haut, Aussi. les glandes du bas. Moi ma crainte c'est pas tant le kératocone, même si bon il y a des cas décrits, c'est plus qu'ils abîment leurs muscles relevés. J'ai vu des cas, moi j'ai vu des cas d'eczéma palpébral. D'eczéma palpébral chez des Donc, patients qui font. Parce qu'au début, je leur montrais vraiment à les pincer comme des fous, machin. Et en fait, après, en réfléchissant, même moi, quand je me t'as fais vu à des moi, cas je me dis, mais en fait, Ouais. ça T'as eu des cas Enfin, j'ai Non, jamais j'ai vu pas de eu de ptosis cas, induit mais- par. j'ai pas eu de cas, mais bon, j'imagine c'est tellement fragile et fin chez des personnes plus âgées, etc. Et est-ce que tu recommandes Sachant qu'un écarteur en chirurgie de cataracte a le temps de. Ouais, ça a le temps de- Ah ouais, ouais, Mais c'est par voie intérieure, ouais, l'écarteur. 15 minutes, c'est vrai. Je me dis ouais. qu'un massage que tu es censé faire tous les jours, Ça à m'intéresse mon la avis, question. il y a un je risque quand même d'induire des petites prends lésions. ma casquette de paupiérologue et. Il nous reste 2 minutes, je crois qu'on Et a donc, le nous avons le vainqueur. gars- On a le vainqueur, On a le vainqueur. du challenge de la lentille. Donc il s'agit de suspense. On va pas casser la table. Voilà. C'est Mathieu Chat. Donc félicitations Mathieu. On peut l'applaudir. Bravo. Donc une magnifique lentille Volk offerte par notre partenaire Bausch et Lomb. Voilà. Bravo. Bah écoutez, je crois qu'on va rendre l'antenne. Hein. C'était super Parce que sympa. je rêvais de prononcer cette phrase depuis le début du truc, mais c'est bon, c'est fait. Bah, merci Bausch et Lomb pour l'invitation, merci les experts. Merci à vous trois aussi. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Merci à tous ceux qui ont assisté à Concitoyens qui nous regardent. voter. Voilà, c'était le petit message. Merci encore à tous. Merci à tous. À Super, bientôt. bonne soirée. Au revoir. Ah oui, juste la lentille est offerte par Langeau, c'est pas le laboratoire Bausch et Lomb. Ah bien sûr. Parlons de Joe. Faites, c'est une excellente soirée. Bonne soirée.